Et c'est quoi ce bruit? Depuis combien de temps tu dors? Tu essaies de bouger ton cou. Ta nuque est un peu raide. Tu as fait une bonne sieste, mais tu t'es endormi dans une position inconfortable. Dans la salle de cinéma. Oh, maintenant tu te souviens. Le film était vraiment ennuyeux. Tu étais crevé après une longue journée de travail, alors tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu regardes autour de toi, tout le monde est sorti, tu es seul. Tout est propre, sans popcorn ni canette de soda sur le sol. Bizarre. Le générique défile à l'écran. Il est donc temps de quitter les lieux. Il doit être assez tard et tu ne veux pas rater ton bus. Tu te lèves, tu t'étires et tu te diriges lentement vers la sortie. Tu pénètres dans le couloir. Il n'y a personne. Tu es troublé. Habituellement, lorsque tu restes au cinéma si tard, quelqu'un te raccompagne et te rappelle qu'ils sont en train de fermer. Et en plus, c'est toujours le bazar sur place, laissé par les gens qui passent là toute la journée, mangent des snacks et laissent tomber du popcorn sur le sol. Mais cette fois, tout est propre et paisible. Comme si le cinéma n'était pas ouvert du tout. Tu vérifies les toilettes, il n'y a personne. Les lumières sont tamisées, mais tu peux voir où tu marches. Et pourtant, tout semble un peu effrayant quand on est tout seul comme ça. Coucou! Tu essayes d'appeler les gens plusieurs fois. Aucune réponse. Tu suis le panneau sortie et tu arrives à une porte fermée. Fermée temporairement pour cause de rénovation. Hein? Combien de temps dure ce temporairement? Tu commences à paniquer puis tu te mets soudainement en colère. Comment le personnel a-t-il pu oublier de te réveiller? Tu te mets à crier, à essayer d'ouvrir la porte mais rien ne fonctionne. Tu vérifies ton téléphone, évidemment, il est éteint, tu as oublié de le charger. Puis, soudain, tu entends du bruit provenant d'une des salles. Tu commences à frissonner. Est-il possible que quelqu'un d'autre soit piégé aussi? Tu te diriges lentement vers le couloir et tu ouvres prudemment la porte. Mais ce n'est que le début d'un autre film. Ce hall est vide lui aussi. Pour essayer de te distraire, tu te procures du popcorn, des bonbons, du soda et même de la glace. Enfin, tu es à l'heure pour avoir la meilleure place. Oh mon Dieu, c'était génial! Tu étais toujours assis et tu riais encore de certaines des blagues que tu as entendues quand soudain un nouveau film a commencé. Super! Pourquoi ne pas voir celui-là aussi? Les ouvriers n'arriveront probablement que demain matin de toute façon. Tes amis vont être tellement jaloux quand ils vont découvrir que tu as passé une soirée au cinéma gratuitement. Après 2 autres films, tu réalises que tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est. Mais tu te sens très fatigué. Demain est un nouveau jour. Ça ira mieux. Oh, toujours pas de nouvelles. Personne n'est venu. Le bruit venant de ton estomac devient de plus en plus fort. Alors tu vas chercher de nouvelles collations. C'est l'heure de plus de cinéma. Le marathon auquel tu as toujours voulu participer. Tu arrives dans la première salle, il y a une comédie. Tu réalises que chaque salle présente son propre genre de film. Et quand un film se termine, un nouveau commence immédiatement. À un moment donné, l'écran devient tout blanc. C'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Les jours passent, tu attends les ouvriers chaque matin et tu regardes de nouveaux films chaque jour. Il y a aussi quelques vieux films dans différentes langues et de différents pays. Ta routine quotidienne est toujours la même. Tu te lèves et prends ton petit déjeuner. Tu as trouvé un grand stock de sandwichs dans le réfrigérateur. Après avoir regardé plusieurs films, tu te promènes et tu explores l'endroit. Ensuite, tu déjeunes, tu regardes d'autres films, tu dînes et c'est déjà l'heure de te coucher. Tu te sens complètement hypnotisé par tous les films que tu regardes. Certains te font tellement rire que tu n'arrives pas à t'endormir après, car tu penses sans cesse à leurs rebondissements. D'autres te font monter les larmes aux yeux. Certains te font réfléchir. Et il y a des films qui t'effraient tellement qu'au lieu de t'endormir, tu te lèves toutes les 5 minutes pour vérifier chaque bruit suspect que tu entends. Ta vie ne change pas, personne ne vient et toutes les journées se ressemblent. Au début, tu cherches encore à compter le nombre de jours depuis que tu es coincé au cinéma, mais au bout d'un moment, tu perds la notion du temps. Tes yeux sont devenus rouges à force de fixer l'écran pendant des heures. Tu es parfois terrifié lorsque tu te regardes dans le miroir de la salle de bain. Ta peau est devenue pâle. Tu as pris un peu de poids et ton dos s'est arrondi à force de t'asseoir et de dormir dans une position inconfortable. De temps en temps, tu essaies de faire de l'exercice et d'ajouter des habitudes saines à ta vie. Mais la plupart du temps, tu as l'impression d'être le personnage principal d'un film étrange. Celui où tu ne peux pas savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu continues à voir des choses du coin de l'œil, mais quand tu te retournes, il n'y a rien. Tu décides de ne plus regarder de films d'horreur, et puis tu te retrouves accidentellement sur un siège à attendre que le prochain film commence. Et avant que tu ne le saches, le film t'a rendu accro.
et tu ne peux pas t'arrêter de le regarder, même si tu sais que tu ne pourras pas dormir de la nuit. Tu te sens de plus en plus seul. Les personnages de film deviennent tes seuls amis. Tu leur parles constamment dans ta tête ou même à voix haute. Le silence qui suit la fin du film est horrible, et les coins sombres de la salle de cinéma semblent encore plus effrayants à ces moments-là. Tu as mal au ventre, tu en as marre des snacks, des bonbons, des sandwichs et du popcorn. Incroyable, mais la seule chose dont tu as envie, c'est d'un bol de soupe chaude. Tu n'aimes plus les films. Rien ne te semble drôle, triste ou même effrayant. Tu regardes défiler les images sans savoir de quoi il s'agit. C'est comme si tu étais coincé sur une île déserte, mais en pire. Là-bas, tu aurais au moins des plages, des couchers de soleil et des palmiers, et peut-être même une chance de t'échapper après un certain temps. L'air frais, la lumière du soleil, la sensation de la pluie sur ta peau te manquent. Tu fermes les portes des salles de cinéma et tu te tiens près de la billetterie. Tu en as fini avec le générique de début, la musique du film, tes acteurs préférés. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec des films. Tu commences à explorer l'endroit, en faisant encore plus attention aux détails que par le passé. Tu entres dans toutes les salles une par une et tu essaies de trouver de nouvelles options de sortie. Tu commences à perdre espoir, mais ensuite, tu te souviens d'un détail du film que tu as vu quelques jours auparavant et tu cours aux toilettes. Voici la bouche d'aération. C'est maintenant ou jamais. C'est assez haut, 2 poubelles, super. Tu vas peut-être l'atteindre maintenant. La construction continue à se balancer, mais tu arrives à ramper dans le trou avant que la tour de poubelle ne s'écrase. Tu dois traverser tout un labyrinthe là-haut avant de pouvoir enfin sortir. Ah, une nuit chaude et agréable. C'est comme si c'était la première fois que tu prenais une grande respiration depuis plus d'1 an. Le cinéma n'est pas dans le centre-ville alors tu commences à rentrer à pied. Quand tu arrives, ton colocataire en croit à peine ses yeux. « Tu es rentré d'Aruba ?» Il a l'air surpris. Tu n'as aucune idée de ce dont il parle. Il dit « Tu en avais marre de ton travail et tu ne savais pas quoi faire. Alors tu as dit à tout le monde que tu avais besoin de quelque chose de différent. Peut-être quelques mois à Aruba ou quelque chose comme ça. Alors on a tous pensé que tu voulais disparaître pendant un moment et reprendre ensuite contact avec les gens. Ton téléphone était éteint pendant 1 an et tu n'as pas répondu sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas Aruba. Le cinéma a toutes sortes de films du monde entier. Beaucoup de popcorn, la rénovation, personne ne venait jamais. Tu essaies de raconter l'histoire à ton colocataire. Tu te dépêches, tu manques de mots. Tu sautes des parties de l'histoire. Mais il se contente de te regarder confus. Tu décides de lui montrer l'endroit, mais quand tu y arrives, il ne veut pas s'approcher. Cet endroit est fermé depuis des années. Je ne me souviens pas l'avoir vu ouvert. Il y a une histoire sur un type qui le possédait. C'était un grand fan de cinéma et il voulait collectionner des films du monde entier. Il allait rénover ce cinéma, mais il a soudainement disparu. Personne n'a su ce qui s'était passé. Le cinéma a été fermé et en rénovation depuis lors. Des gens ont entendu des bruits provenant de ce bâtiment, mais personne n'a jamais eu le courage de s'approcher pour enquêter. Ouch! Comment as-tu atterri dans un tel endroit? Soudain, tu remarques que quelqu'un bouge près du théâtre. Il commence à marcher vers toi. Tu essaies de t'enfuir, mais tu ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles en sursaut sur ton siège. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Le générique sur l'écran signifie que le film que tu as regardé est terminé. La salle est vide, et tu en sors rapidement. Il n'y a personne. Oh non, pas encore. Coucou? Tu cries en panique. Silence et puis... Oui? Les salles de cinéma, les sièges en velours rouge, les grands écrans, l'obscurité et le popcorn. L'idée d'aller au cinéma et de ne pas prendre de popcorn semble aujourd'hui absurde pour beaucoup. Mais pourquoi le popcorn s'est-il retrouvé associé à cette expérience? En fait, cet encas est vieux de plusieurs milliers d'années, et il est bien sûr originaire des Amériques. Les plus anciens épis de maïs à popcorn remontent à 4000 ans, et ont été découverts dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Nous ne savons pas exactement comment ni pourquoi il était utilisé à l'époque, mais il existait déjà un moment. En revanche, nous savons que dès le XVIe siècle, le pop-corn était important aux yeux des Aztèques. Ils le consommaient, bien entendu, mais ils l'utilisaient aussi pour leurs cérémonies, en s'en servant comme décoration et comme coiffe pour les statues de leurs divinités. Il semblerait même qu'il ait existé une danse spécifique du pop-corn exécutée par des jeunes filles. C'est la suprématie du pop-corn à son apogée. Par la suite, au XIXe siècle, le pop-corn est devenu un aliment très courant pour le petit déjeuner. Oui, les gens le grignotaient comme nous mangeons les céréales aujourd'hui, avec du lait ou de la crème. Après la généralisation de l'usage de la charrue à soc, il est devenu facile de cultiver de grandes quantités de maïs à éclater. Il y en avait beaucoup et il était très bon marché. C'est ce qui en faisait aussi un aliment parfait à servir pendant les fêtes,
tant en guise de nourriture que de décoration. Les grains étaient également un cadeau très courant à offrir. Aujourd'hui, tu n'apprécierais probablement pas de recevoir un paquet de pop-corn en cadeau. Mais à l'époque, il était tellement apprécié que c'était une des meilleures choses à recevoir. On pouvait en faire ce qu'on voulait. On pouvait le faire cuire, ou décorer sa porte ou sa cheminée avec, ou n'importe quoi d'autre. Très polyvalent, il ne se dégrade jamais. Mais alors vraiment jamais. Combien de temps penses-tu que les grains de pop-corn durent? Apparemment très longtemps. Récemment, des scientifiques ont retrouvé des grains de pop-corn datant d'un millier d'années dans le Chili actuel. Et devine quoi? Ils étaient encore en mesure d'éclater après tout ce temps. Le pop-corn était très populaire, même pendant la Grande Dépression. Lorsque tout allait mal, que les gens s'appauvrissaient et que les entreprises faisaient faillite, ils pouvaient encore s'offrir un sachet de pop-corn à 500 pour égayer un peu leur quotidien. Lorsqu'un banquier d'Oklahoma a fait faillite, il a acheté une machine à pop-corn et a commencé à en vendre dans la rue. En quelques années, il avait gagné assez d'argent pour racheter ses 3 fermes. Malgré les temps difficiles, les gens continuaient d'aller au cinéma. Pour attirer les spectateurs, le prix des billets a été réduit au maximum. Et bon nombre d'hommes et de femmes déboursèrent ces 10 centimes pour se divertir de temps à autre. Bien entendu, l'expérience était très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Imagine le tableau. Tu mets ton plus beau costume de ville et un joli chapeau, et tu te rends au cinéma avec ton épouse, qui porte une robe somptueuse et un chapeau fantaisie. Eh oui, pas question d'y aller en t-shirt et survêtement. Après tout, tu vas au cinéma. Le bâtiment lui-même est un véritable palace, avec une architecture reconnaissable entre toutes et des décorations élaborées. Tu prends donc une boisson et du pop-corn et vous vous dirigez tous deux vers vos sièges, qui ont des cendriers en lieu et place de porte-gobelets. Vous enlevez vos chapeaux respectifs et les posez sur vos genoux afin qu'ils ne gênent pas la vue des personnes derrière vous. Le panneau « Mesdames, veuillez retirer vos chapeaux » rappelle à ta tendre moitié qu'elle doit en faire de même. Enfin, les lumières s'éteignent, les rideaux de velours rouge s'ouvrent et vous pouvez voir le grand écran. Le film ne commence pas tout de suite. D'abord, c'est l'heure des actualités. Des films sur des événements qui se déroulent dans le monde entier. Vous pouvez les lire dans les journaux ou les entendre à la radio. Mais ici, dans la salle de cinéma, vous avez l'occasion rare de les voir en images. Ensuite, 1 ou 2 dessins animés suivent, et vous profitez de quelques courts-métrages de Mickey Mouse. Ce n'est qu'ensuite que commence le film que vous êtes venu voir. Alors, que regardez-vous? Ce pourrait être Frankenstein, New York Miami, Les Temps modernes, Les Révoltés du Bounty, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Magicien d'Oz, Autant en emporte le vent, Charlie Chaplin, Katharine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Voici les stars qui brillent alors au firmament, parfois en noir et blanc et d'autres fois en couleur. Pendant que vous profitez du film, des ouvreurs en uniforme se faufilent discrètement dans la salle avec leurs lampes de poche, escortant les spectateurs en retard jusqu'à leur siège. D'autres fois, ils recherchent un spectateur en particulier pour l'avertir qu'il a reçu un coup de téléphone et l'escorter jusqu'à la billetterie afin qu'il puisse prendre cet appel. Le film s'achève, mais la soirée n'est pas encore terminée. À l'époque, les gens vivaient une expérience cinématographique intégrale, parce qu'il y avait encore un autre long métrage après le film, généralement un film plus ancien ou moins populaire. Nombreux étaient ceux qui restaient pour le voir également. Mais avant cela, il y avait un entracte. Tu pouvais aller chercher d'autres friandises pour le spectacle pendant que le personnel du cinéma en profitait pour changer les bobines et lancer le film suivant. Dans les États-Unis des années 30, les salles de cinéma étaient la propriété des studios hollywoodiens, qui y projetaient leurs propres films. Cette situation a changé en 1948, lorsqu'une loi a été adoptée autorisant les distributeurs à projeter tous les films qu'ils avaient achetés. C'est alors que les grandes enseignes de cinéma que nous connaissons aujourd'hui ont commencé à apparaître. 5 ans plus tard, le premier cinéma à son stéréophonique faisait son apparition, améliorant l'acoustique et augurant une nouvelle ère pour les films. Dans les années 90, les bobines de films ont commencé à être remplacées par des projecteurs numériques. De plus en plus de films ont commencé à être réalisés avec cette technique. Et tous les cinémas qui voulaient les diffuser ont dû investir dans un équipement moderne qui leur permette de montrer ces nouvelles œuvres. Mais cet équipement était très coûteux, et tous les cinémas n'avaient pas les moyens de suivre, ce qui a entraîné la fermeture de nombre d'entre eux. À partir de ce moment-là, les salles de cinéma ont évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui. La qualité de l'image s'est améliorée, le son a atteint un tout autre niveau, les rideaux rouges ont été abandonnés,
Le second film a été supprimé et le prix des billets a drastiquement augmenté. Malgré tous ces changements, une chose demeure inchangée. Le pop-corn. Au fait, à leur début, les cinémas n'accueillaient pas le pop-corn en intérieur. Mais voici comment les choses ont évolué. Lorsque les gens ont commencé à aller au cinéma, tout le monde voulait apporter un encas. Il pouvait s'agir de n'importe quoi, mais le choix le plus évident était celui des bonbons. Dans les années 40, la production de sucre et de nombreux autres biens superflus a considérablement ralenti, entraînant un déficit. Alors, que pouvait-on emporter au cinéma à la place ? C'est alors qu'ils se sont tournés vers le pop-corn, un encas populaire et bon marché. Au début, les propriétaires de cinéma étaient les contres et ne vendaient pas de pop-corn dans leurs salles. Un groupe de personnes mangeant du pop-corn dans l'obscurité ne pouvait que semer le désordre. Mais la demande était là, et des vendeurs extérieurs sont apparus à proximité des cinémas, distribuant du pop-corn à tous ceux qui voulaient le faire passer en douce l'intérieur. Les propriétaires des salles de cinéma ont fini par baisser les bras et ont décidé de s'enrichir eux-mêmes grâce à cette activité. Et le faible coût du pop-corn leur a également été bénéfique. À présent, presque tout le monde achète des encas et des boissons, et c'était également courant à l'époque des premiers cinémas. Mais savais-tu que les sièges des salles de cinéma n'étaient pas équipés de porte-gobelets avant 1981 ? Eh oui, les cinémas AMC ont été les premiers à les installer dans les accoudoirs. Et avant cela, les gens devaient simplement tenir leur boisson pendant tout ce temps. Le sol devait être sacrément poisseux à l'époque. Pourtant, la vente de snacks dans les salles de cinéma était une bonne solution, même si elle nécessitait un peu de nettoyage. Savais-tu que les cinémas modernes gagnent la majeure partie de leur argent grâce aux snacks qu'ils vendent à l'intérieur ? Oui, les bénéfices générés par les billets de cinéma vont principalement aux studios auxquels les cinémas achètent leurs films. Un cinéma ne commence à tirer des bénéfices de la diffusion d'un film que s'il le diffuse pendant au moins 2 mois, ce qui est très long et n'est pas le cas de tous les films. En revanche, les bénéfices générés par la vente de friandises reviennent principalement au cinéma lui-même. La prochaine fois, ne te sens donc pas si amer d'avoir payé trop cher ton pop-corn et ton soda. Ce sont ces prix élevés qui permettent à de nombreux cinémas de rester en activité. Ils nous diffusent des publicités pour la même raison. C'est un secteur compétitif et ils ne peuvent donc jamais s'enrichir assez pour assurer la pérennité de leur modèle d'exploitation. Lors des premiers stades de la recherche, les scientifiques ont reconstitué le mégalodon comme une version plus grande et un peu plus dangereuse que le grand requin blanc. Les films ont ensuite suivi le mouvement, ajouté quelques détails de leur côté et tadam ! Nous avons un géant marin qui pouvait mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Attends. Les mégalodons mesuraient généralement entre 15 et 16,5 mètres, et parfois jusqu'à 18 mètres. À titre de comparaison, une piste de bowling fait 18 mètres de long. Un bus scolaire mesure environ 13,5 mètres, et une personne moyenne mesure 1,78 m. Alors oui, pas mal mégalodon, mais pas encore 27 mètres. Son poids était d'environ 50 à 60 tonnes, soit quelque chose comme 10 éléphants adultes, ou même un Boeing 737. Mais il ne s'agit que des femelles. Les demoiselles étaient presque 2 fois plus grosses que les mâles. Autre différence entre le film et la réalité. Le mégalodon n'a aucun rapport avec le grand requin blanc. Le mégalodon est en effet le dernier descendant d'une lignée de requins complètement différente. En plus, son espèce est environ 3 fois plus grande qu'un grand requin blanc moyen. Il a un nez plus court et une mâchoire beaucoup plus plate qui donne presque l'impression d'être écrasé. De plus, les nageoires pectorales du meg sont plus longues que celles du grand requin blanc. Les prédateurs anciens mangeaient beaucoup, ils avaient donc besoin de quelque chose pour supporter leur poids. Ils avaient cependant tous les deux un excellent sens de l'odorat, si bien que, même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est pas non plus sans danger aujourd'hui. Que le meg se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains pensent encore, ou qu'il ait disparu à jamais, les jeunes cousins seront là à attendre. Par ailleurs, puisque tous deux aiment poursuivre les gros mammifères marins, ils auront certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le meg soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces gars-là avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous, comme les pattes exposées ou le ventre. Le mégalodon, quant à lui, visait les nageoires et la queue, grâce à ses mâchoires de près de 3 mètres, et à ce qui est considéré comme la morsure la plus forte jamais vue, ses dents pouvaient percer presque n'importe quoi. Parfois, une dent entière était retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Sans les parties principales dont ils se servent pour nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire du mégalodon.
Les phoques, les siréniens, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux Meg n'aurait probablement pas dit non à un banc aléatoire de petits poissons nageant dans sa bouche non plus. Rien de mieux qu'un bon snack après un gros et savoureux dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Le Meg les prenait probablement comme un petit challenge à relever au quotidien. Un régime si varié et en grande quantité, le mégalodon devait manger environ 1130 kg de nourriture par jour. Pas étonnant qu'il dominait l'océan. Près de 300 dents réparties sur 5 rangées et il s'agit de mâchoires acérées qui pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Même son nom signifie dents géantes. Le mégalodon changeait des milliers de dents au cours de sa vie. Comme les dents de Meg n'étaient pas très solides, elles tombaient souvent. Il en recevait alors de nouvelles en 1 ou 2 jours, ce qui lui permettait de poursuivre ses séances de chasse sans être sérieusement interrompu. La même chose se produit chez les requins modernes. De nouvelles dents remplacent celles qui sont endommagées ou usées. La chute de ces dents est la seule chose qui a permis aux scientifiques d'effectuer des recherches sur le mégalodon. Ils en ont trouvé partout dans le monde. Et oui, les mégalodons étaient de sacrés voyageurs. Ils vivaient dans tous les océans et leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Quoi, trop froid ? Comme leur squelette n'était pas fait d'os, mais de cartilage, les dents sont la seule preuve de leur existence. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu de beaucoup de choses, notamment de la taille. Même avec les requins modernes, les scientifiques déterminent leur taille par les dimensions d'une seule dent. Le mégalodon avait la morsure la plus forte de toutes les créatures vivant sur Terre. Ce serait bien marrant de voir l'affrontement entre le Meg et, disons, le T-Rex. Malheureusement, ils ont raté l'occasion de se rencontrer et d'établir une amitié durable depuis l'extinction des dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années. Le Meg, quant à lui, terrifiait tous les habitants des mers et des océans, il y a 23 à 2,5 millions d'années. Où pourrait vivre le mégalodon de nos jours ? Eh bien, il aimerait probablement les endroits où les requins modernes vont aussi, comme la Floride, Hawaï, le Brésil, l'Afrique du Sud ou tout autre paradis tropical. Quand on y pense, ce n'est pas mal du tout. Meg, tu m'emmènes avec toi ? Le Meg n'avait pas de concurrence sérieuse ou d'ennemi naturel, mais ses petits étaient trop faibles pour se défendre. C'est pourquoi le prédateur suprême devait choisir des eaux chaudes, peu profondes et sans courant fort pour élever ses bébés. Ceux-ci d'ailleurs mesuraient environ 2 mètres de long. Pas tout à fait minuscules eux-mêmes. Les scientifiques ont en fait trouvé certaines dents de leurs petits. Il semble donc qu'une partie de leur zone de reproduction se trouvait sur la côte du Panama. Et ça remonte à 10 millions d'années. Bon, il est temps de faire connaissance avec l'un des rivaux potentiels du mégalodon, le puissant cachalot. D'une longueur de 13,5 à 18 mètres, sa taille en fait un adversaire puissant. Les cachalots modernes n'ont pas d'aussi grandes dents, mais leurs ancêtres, qui vivaient il y a environ 13 millions d'années, étaient bien équipés. La plus grande dent trouvée mesurait 12,7 cm de large et 35,5 cm de long. C'est un peu comme la plus grande bouteille de soda qui existe. Cela ferait un combat intéressant. Nous parlons ici de ce prédateur marin géant, mais ce n'est pas le seul animal ancien intrigant qui a voyagé dans les océans. En fait, les requins font partie des plus anciennes créatures de notre planète. Plus anciennes que les insectes, les mammifères, les dinosaures et même les arbres. Des extinctions massives ont anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, des astéroïdes géants sont tombés sur sa surface, des continents se sont séparés et tant d'autres choses se sont produites. Mais les requins étaient là, vivants, persévérants, apparemment sans aucun contact avec le monde extérieur, en mode chill, à profiter de leur vie. L'aiguille à commun est en fait l'un des premiers animaux à avoir une mâchoire. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette mâchoire puisqu'elle ne faisait que 30,5 cm de long. Ouais, les Meg ne s'embêteraient même pas avec celui-là. Et ce n'était même pas un vrai requin, il y avait juste un air de ressemblance. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait une combinaison d'anguille et de requin, eh bien la voilà. Le requin anguille préférait l'eau douce. Mesurait jusqu'à 1 mètre de long et s'est éteint il y a environ 200 millions d'années. Comme les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, le requin anguille était probablement là pour les accueillir chaleureusement, leur préparer un buffet, mais les dinosaures l'avaient malheureusement pris pour un dessert. S'il était encore en vie, ce prédateur causerait la panique sur les belles plages de sable pendant les vacances. Le requin Ginsu. Il a été surnommé d'après les couteaux Ginsu, en raison de son énorme gueule composée de près de 500 dents acérées comme des rasoirs. L'un des passe-temps de ce requin monstrueux était de s'attaquer aux grosses tortues. D'accord, sérieusement, c'est quoi cette histoire de requin-tortue ? Les requins à dents de ciseaux. Ah, maintenant on parle. Ces animaux vivaient il y a environ 300 millions d'années et avaient une tête aux formes étranges. Le plus étrange, ce sont leurs mâchoires. Ce requin ne se débarrassait pas de ses vieilles dents usées, mais en faisait pousser de nouvelles à l'arrière.
Celle de l'avant était ensuite poussée vers l'avant et, avec l'âge, le requin a pris un aspect très étrange de dents-ciseaux. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il devait être comme ça. Même pendant le long règne du Meg, notre prédateur antique préféré n'était pas le seul requin géant effrayant qui existait. Comme je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appellerai simplement Monsieur C. Malheureusement, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour obtenir plus d'informations. Mais certaines recherches indiquent qu'il avait des dents de plus de 12,7 cm de long. Cela implique aussi qu'il pouvait probablement atteindre 6 mètres de long. Oh, si seulement il avait laissé quelques dents de plus. Je suppose que le Meg ne serait pas la seule star de cinéma de cette époque. Si près, c'est si près. On estime que Fantasmagorie est le premier dessin animé de l'histoire. Il a été réalisé en 1908 et c'est l'un des premiers modèles de films d'animation dessinés à la main. Mais savais-tu que les peuples anciens amusaient déjà leurs enfants avec des dessins animés il y a environ 2,6 millions d'années? Une nouvelle étude révèle que les hommes des cavernes étaient les premiers à animer les images. Comment? Ils gravaient des dessins d'animaux sur des pierres et les plaçaient autour des feux. Lorsque la lumière commence à circuler, les animaux se mettaient à bouger et à se secouer dans tous les sens. Les sculptures préhistoriques prenaient ainsi vie à la lumière vacillante du feu, et les dessins semblaient sauter d'un point à l'autre comme s'ils voulaient faire la fête. Imagine à quel point il était amusant pour les familles préhistoriques de s'asseoir autour d'un feu et de créer ces sculptures animées. Il se trouve que certaines des anciennes peintures murales et gravures trouvées dans les grottes ont même été inspirées par cette vision illuminée par les ombres mouvantes des flammes. En gros, ces sculptures d'antan prenaient vie lorsque la lumière du feu les touchait, et les chercheurs ont réalisé un film montrant cet effet génial sur un modèle 3D de certaines gravures de chevaux. L'étude indique que notre cerveau est câblé pour visionner les choses en mouvement sous une lumière changeante, ce qui explique pourquoi ces gravures ont probablement eu une grande importance pour nos ancêtres. En d'autres termes, les hommes des cavernes se disaient « Hé, gravons des trucs sympas sur ce rocher, et quand on allumera un feu, on aura l'impression que ça bouge. » Et maintenant, ces scientifiques se sont dit « C'est fantastique, faisons un film pour vous expliquer tout cela, mesdames et messieurs. » Andy Needham et ses coéquipiers ont utilisé les technologies modernes de numérisation et de réalité virtuelle pour étudier 50 roches plates et sculptées appelées plaquettes faites de calcaire. Ces roches ont été trouvées dans le sud de la France dans les années 1800 et se trouvent désormais dans un musée à Londres. Elles sont recouvertes de 77 sculptures réalistes représentant toutes sortes d'animaux, comme des chevaux, des rennes et des chamois. Apparemment, l'Homo sapiens, qui avait beaucoup de temps devant lui, a réalisé ces gravures il y a 12 000 à 16 000 ans. Needham s'est rendu compte que beaucoup de ces roches sculptées avaient été abîmées par le feu, certaines étant couvertes de cendres blanches, d'autres ayant séché ou s'étant brisées à cause de la chaleur. En les examinant de plus près, il a découvert des bandes roses de décoloration résultant de dépôts de fer dans la pierre. Le plus intéressant, c'est que les gravures d'animaux étaient souvent superposées les unes sur les autres, parfois même fondues ou ajustées ensemble, comme une sorte de puzzle d'animaux préhistoriques. Plutôt que de jeter les anciennes et de tout recommencer, les artistes de l'Antiquité prenaient des parties du corps des animaux pour créer de nouvelles figures hybrides. Par exemple, l'une des pierres représente à la fois un cheval et une créature sauvage ressemblant à du bétail, connue sous le nom de bovidé. Dans ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique, l'abdomen et le cou du cheval deviennent le dos et le cou du bovidé, tandis que la tête du cheval forme l'oreille du bovidé. Quelle façon créative de recycler! Les chercheurs estiment que les roches préhistoriques de Montastruc ont été utilisées par nos ancêtres pour se divertir aux heures de grande écoute. Plusieurs personnes ont sculpté les animaux. Des gens de niveaux de compétences différents ont fait montre de leur talent artistique et il s'agissait d'un travail de groupe. Le fait que ces roches aient été trouvées ensemble suggère également qu'il s'agissait d'une activité communautaire. C'est un peu comme si des familles s'étaient réunies autour de la télévision pour sculpter des pierres et applaudir leurs animaux préférés. Qui a besoin de Netflix quand on a la télévision paléolithique? Les gravures sur ces roches et les signes qu'elles ont été exposées à la chaleur suggèrent qu'elles ont été créées pour donner l'impression qu'elles bougeaient. Parfois, on voit des animaux différents dans des poses différentes, de sorte que l'un d'eux s'animait, puis un autre et encore un autre. C'est comme une version de Disney à l'âge de pierre.
Des techniques similaires pourraient avoir influencé certaines peintures rupestres anciennes, comme celle de l'époustouflante grotte Chauvet dans le sud-est de la France. Les portraits d'animaux y sont également superposés, et certains semblent avoir été chauffés par des feux situés sous eux, ce qui signifie que nos ancêtres préhistoriques auraient pu être les premiers animateurs au monde. Très bien. Puisque nous avons parlé de l'activité de loisir préférée de nos ancêtres, faisons un voyage dans le temps pour découvrir les jouets les plus anciens du monde. L'un des joujoux les plus antiques découverts est une simple balle en argile trouvée dans les ruines de l'ancienne Mésopotamie. Cela peut sembler être un vulgaire gadget, mais nos ancêtres s'amusaient avec dès 3000 ans avant notre ère. À l'époque, ils n'avaient pas de jeux vidéo fantaisistes ou de jeux de société élaborés, alors un ballon était le summum du divertissement. Mais les Mésopotamiens n'étaient pas les seuls à s'amuser. Dans la Grèce antique, les enfants se divertissaient avec des poupées en argile. En Égypte, les enfants avaient des jouets en forme d'animaux, mais aussi des poupées fabriquées à partir de matériaux comme l'argile, le papyrus et l'ivoire. Et le plus impressionnant, elles avaient des membres mobiles. Et oui, nos lointains aïeux jouaient déjà avec des mannequins articulés avant que cela ne devienne cool. Mais il n'y a pas que le plaisir qui compte. Les jouets avaient aussi un but pratique à l'époque. En fait, de nombreux jouets découverts par les archéologues étaient utilisés pour enseigner aux enfants des connaissances importantes. Par exemple, les petits Égyptiens manipulaient des poupées qui avaient la forme de docteurs, ce qui les aidait à se familiariser avec la médecine et les soins de santé. Et n'oublions pas les jouets qui servaient à former les futurs guerriers. Dans la Chine antique, les enfants jouaient avec des chevaux et des chars miniatures, ce qui les aidait à se préparer à une vie de combat. En voilà une chouette manière de prendre une longueur d'avance pour ta carrière. Passons maintenant aux jeux primitifs qui existent depuis plus de 5000 ans. Le plus ancien jeu de société s'appelle Senet et a été découvert dans d'anciennes tombes égyptiennes. C'est un peu un croisement entre les échecs et le backgammon, et il était si populaire qu'on y a joué pendant plus de 2000 ans. Voilà un jeu qui tient la route. Mais n'oublions pas les jouets pour les tout-petits. Les archéologues ont trouvé d'anciens hochets et sifflets qui étaient utilisés pour divertir les membres les plus jeunes de la famille. Et si tu pensais que la collection de joujoux de ton enfant était impressionnante, attends d'entendre parler de cette ancienne princesse égyptienne qui avait plus de 100 jouets en bois dans sa chambre. Mais le plus surprenant de tous était sans doute le yo-yo. C'est vrai, le yo-yo existe depuis plus de 2000 ans. Il a été inventé pour la première fois dans la Grèce antique et était souvent utilisé pour des batailles, crois-le ou non. Mais finalement, les gens ont réalisé qu'il était beaucoup plus amusant de simplement s'amuser avec et de faire des figures. Les billes sont aussi un accessoire qui divertit les petits et les grands depuis des milliers d'années. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, les archéologues ont trouvé des traces de billes datant d'il y a environ 5000 ans. À cette époque, on les fabriquait à partir de toutes sortes de choses. Tu as envie de deviner ? D'accord, je vais te le dire. Des noyaux de fruits et de petits morceaux de pierre lissée. C'est vrai, ces enfants de l'Antiquité faisaient preuve de créativité avec leurs jouets. Certains artisans sont même allés plus loin et ont fabriqué des billes en argile. Revenons aux Égyptiens de l'Antiquité et à leurs adorables bateaux miniatures faits d'ivoire, de bois et d'argile. Ces figurines peuvent être reconnues comme des jouets, mais elles étaient aussi censées représenter le passage de l'autre côté. Les enfants vikings avaient eux aussi des objets de ce type. Un bateau-jouet en bois, vieux de plus de 1000 ans, a été trouvé dans une ferme près de la côte norvégienne. Ce jouet ressemblait à un vrai bateau, et il devait être l'objet cool par excellence du moment, tout comme les enfants d'aujourd'hui sont fous des voitures de course et des drones. Tu peux imaginer les petits de l'époque montrant leur bateau-jouet à leurs amis. Beaucoup de ces accessoires sont encore très amusants aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été laissés de côté, comme les soldats de plomb et les toupies. Dis, une question, tu souhaiterais en savoir plus sur les jouets anciens ou sur les gadgets des débuts du cinéma ? Tu as toujours entendu dire que l'eau bout plus vite lorsqu'on y ajoute un peu de sel. C'est un mythe, cela ne fait aucune différence et même si c'était le cas, il se pourrait au contraire que l'eau mette plus de temps à bouillir. Toutefois, cela peut donner un meilleur goût à tes pâtes, donc pourquoi pas ? Les chauves-souris sont aveugles. C'est faux. Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout quand il fait sombre et se fient à un sens appelé écolocalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles, ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. Une baleine bleue est si grosse que sa langue peut peser autant qu'un gros éléphant. Rien à dire, ces animaux sont énormes. Tu perds plus de chaleur par la tête. C'est faux.
La vraie raison pour laquelle les gens le croient est que lorsqu'il fait froid, notre tête est la partie du corps la plus susceptible de rester découverte. Si nous sortions dehors en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras, sans parler des jambes, des pieds et d'autres parties. Donc, n'oublie pas ton bonnet. La théorie de la carte de la langue stipule que nous avons différentes parties pour différents goûts. Pas vraiment, il y a des papilles gustatives individuelles qui sentent certaines saveurs plus que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone sent le sucré plus qu'une autre. Des études ont montré que toutes les zones de la bouche ont des papilles gustatives sensibles à tous les goûts. Regarde cette carte de la langue de la baleine bleue, on dirait qu'elle a un faible pour le plancton. Les dinosaures étaient géants. C'est faux, les films les montrent comme d'énormes lézards écailleux, mais c'est très réducteur. Tout d'abord, il y avait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites qu'une dinde ou un pigeon. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est incolore, c'est partiellement vrai. Sous forme de gaz, il n'y a pas de couleur, mais sous forme solide ou liquide, il a une teinte bleu ciel. Les caméléons changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est faux. Ce serait probablement très fatigant pour eux. En réalité, d'autres facteurs comme l'humeur, la température ou la quantité de lumière qu'ils reçoivent affectent leur couleur. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur sont affectés par la lumière. Ces animaux utilisent les cristaux pour communiquer entre eux, donc par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Les Néandertaliens ne sont pas nos ancêtres. Faux, bien qu'ils aient cohabité avec les Homo sapiens à un moment donné, mais dans des régions différentes de la planète. Ils ne sont donc pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se nettoyaient les dents et bien d'autres choses similaires à notre espèce. Les Néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques extrêmes. Les dindes peuvent rougir. Celle-là est vraie. Elles sont comme nous sur ce point. Lorsqu'elles sont en colère, excitées ou même mal à l'aise, la peau de leur cou et de leur tête devient rouge. Contrairement à ce que leur nom indique, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous. Ce sont des objets très denses qui exercent une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Les flamants roses sont des animaux super cool. Et ils plient leurs jambes au niveau du genou. C'est faux. En réalité, ils les plient au niveau des chevilles. Car les genoux sont plus proches du corps et sont recouverts de plumes. Les pommes de supermarché sont fraîches. Pas tout à fait. En fait, elles peuvent avoir jusqu'à 1 an, puisqu'elles sont souvent cueillies entre août et novembre. Après cela, elles sont recouvertes de cire et séchées à l'air chaud. Enfin, elles sont envoyées en chambre froide et après 6 à 12 mois, on les trouve dans les rayons des supermarchés. L'eau en bouteille a une date d'expiration. C'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est l'eau qui expire. C'est la bouteille. Le plastique commence à se diluer dans l'eau et des substances chimiques indésirables apparaissent. L'invention du sachet de thé n'était pas vraiment prévue. Vrai. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan a rempli des petits sachets en soie avec des échantillons de feuilles de thé et les a envoyés à ses clients. L'idée était de les ouvrir et de jeter les feuilles de thé dans l'eau chaude. De nombreux clients pensaient qu'ils étaient censés mettre ces sachets directement dans la théière sans les ouvrir. Le sachet de thé a subi depuis quelques améliorations. Il a reçu une ficelle et une étiquette en papier au bout. Et c'est ainsi que cette invention géniale est née. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est faux. L'Empire State Building a un jour été frappé 8 fois en seulement 24 minutes. Il y avait un orage terrible et rien ne peut généralement éloigner la foudre de l'endroit qui a été frappé. Si un lieu frappé présente des caractéristiques qui ont attiré la foudre en premier lieu, comme la forme du terrain, l'eau stagnante ou la hauteur, il peut l'attirer à nouveau. Tu as tellement envie d'ADN dans ton corps que tu pourrais l'étirer sur une distance du Soleil à Pluton pour un aller-retour. C'est vrai. Et pas seulement une fois, mais pas moins de 17 fois. Mais bien sûr, tu ne seras plus vraiment le même après avoir fait ça. Les crocodiles sont l'une des espèces les plus anciennes du monde. Ils existent depuis 200 millions d'années déjà. Les opossums dorment en se pendant par la queue. On peut voir ça dans les dessins animés et sur certaines photos, mais en général, ils ne le font pas. Leur queue est effectivement très puissante, ce qui fait que ces animaux peuvent s'agripper à des branches et porter leur poids, mais seulement pendant de courtes périodes. Les adultes sont vraiment trop lourds pour rester dans cette position pendant trop longtemps, si bien qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Ces poissons colorés sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre 2 chansons classiques. Ils n'apprennent pas très vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus. Ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Un certain type de salamandre
tu n'as qu'à lire tout ça tout seul, peut étendre sa langue sur la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Vrai. C'est 50 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On peut faire plusieurs tâches à la fois. C'est faux. Consulter ses emails, parler au téléphone, cuisiner, il semblerait que faire plusieurs choses en même temps permet de gagner du temps. Mais les recherches montrent que le multitâche n'est pas tout à fait possible. Notre cerveau est câblé pour faire une chose à la fois, et lorsque nous pensons en faire plusieurs, il s'agit plutôt de changer rapidement de tâche. Ce qui peut finir par prendre plus de temps au lieu de nous en faire gagner, et réduire notre capacité d'attention. La Terre n'est pas la seule planète avec de l'eau. La NASA a découvert que Jupiter abritait un océan contenant 2 fois plus d'eau que notre planète. Il se trouve juste sous une couche de glace. Même Mars a de l'eau liquide. Il semble que la Terre soit ronde, mais l'est-elle vraiment ? Techniquement, elle a des pôles aplatis, ainsi qu'un renflement à l'équateur, si bien qu'elle a plutôt la forme d'un ellipsoïde. Les zombies existent vraiment. Vrai. D'accord, les humains ne peuvent pas se transformer en zombies comme on le voit dans les films, mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, il existe un type de champignon qui prend le contrôle des fourmis en répandant des produits chimiques spécifiques dans leur cerveau. Cela pousse la fourmi à quitter sa colonie pour chercher un endroit où ce champignon veut vivre. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Vrai. Elle est située dans la mer du Nord. L'eau de mer froide est plus dense que la chute d'eau tiède. Et la cascade fait presque 3 km de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grande qu'une amibe. Vrai. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que les autres insectes, comme les yeux, les ailes, le cerveau, les pattes et bien plus encore. Mais elle ne mesure que 0,02 mm de long, ce qui, dans la plupart des cas, la rend plus petite que les organismes unicellulaires, également appelés amibes. La neige ne peut être que blanche. C'est faux, et on ne parle pas de la neige près des bouches à incendie. Par exemple, il existe des montagnes dont la neige est rose, comme la Sierra Nevada en Californie. Sa couleur est causée par un certain type d'algue qui y vit. Aurora borealis a une sœur. Vrai, elle s'appelle Aurora australis. Et tu peux la voir dans l'hémisphère sud. Le meilleur moment pour la voir est l'hiver austral. Plus de 99% des atomes sont constitués de vide. Vrai. Si on rassemblait toutes les personnes du monde et qu'on enlevait tout l'espace vide entre leurs atomes, la population de la Terre tiendrait dans le volume d'une orange. Les dauphins communiquent et s'appellent par leur nom. Vrai. Ils utilisent des sifflements vocaux spécifiques pour s'identifier les uns les autres. L'eau des toilettes tourne dans des sens opposés dans les 2 hémisphères. C'est faux. Le sens est le même, que les toilettes se trouvent en Australie ou en France. Un escargot peut faire une sieste assez longue. C'est vrai, certains spécimens peuvent dormir pendant environ 3 ans d'affilée. Les requins peuvent détecter une toute petite goutte de sang à des kilomètres à la ronde. Pas tout à fait. Bien sûr, la région de leur cerveau chargée de sentir les odeurs est très développée, mais l'océan est vraiment vaste, et les molécules odorantes mettent du temps à se répandre dans un liquide. Par une belle journée avec des courants favorables, un requin peut sentir sa proie à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Enfin, les pingouins demandent leur promise en mariage. Vrai, ils sont monogames et après avoir choisi une compagne, le mâle donne à la femelle un caillou pour lui montrer son affection. À commencer par Van Ant-Man et la guêpe. Grâce à la technologie spéciale des particules de Pym, les héros du film ont pu réduire le vrai van à la taille d'un jouet Hot Wheels. Overboard, retour vers le futur. En 1989, les créateurs du film avaient envisagé que ce type de transport allait exister en 2015. La réalité ne ressemble pas tout à fait au film, mais nous avons un record du monde de vol en overboard. Jetpack, GTA San Andreas. Les dialogues entre les personnages du jeu nous apprennent que le coût pour développer le jetpack, surnommé Black Project, s'élève à 60 millions de dollars. Le personnage principal doit le prendre sur une base fortement surveillée. Balai éclair de feu, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le balai le plus rapide de ce monde magique pourrait accélérer jusqu'à 241 km/h en seulement 10 secondes, presque comme une Bugatti. Tapis volant, 1001 nuits. Sa vitesse maximale est inconnue, mais nous savons qu'il perd ses capacités magiques s'il est abîmé. Carte standard, Mario Kart. Le manuel de Super Mario Kart encourage à faire de la triche pour gagner le jeu avec la phrase suivante. Garde toujours un œil sur l'écran de ton adversaire. Light Cycle trône l'héritage. Cette moto existe vraiment et elle est légale dans la rue. Vous pouvez vous en procurer une pour 55 000 $. Moto Speeder, Star Wars.
Cette machine peut accélérer à 310 miles par heure, plus vite qu'une flèche volante. Pourtant, dans le monde réel, pendant le tournage du film, elle ne roulait qu'à 5 km/h. Ah, la magie du montage! Flash McQueen, Cars. C'est quelque chose entre une Ford GT et une Corvette. Le numéro 95 qu'il a sur lui est un œuf de Pâques. Le premier film de Pixar, Toy Story, est sorti en 1995. Le Giga Horse, Mad Max Fury Road. Un gros consommateur de carburant, pas très pratique, de l'univers Mad Max avec une puissance de 1200 chevaux. C'est comme deux Lamborghini Hurricanes. La DeLorean, Retour vers le futur. La célèbre trilogie sur le voyage dans le temps a rendu cette voiture si populaire que le constructeur a décidé de rétablir sa production au bout de 30 ans. La machine mystère. Scooby-Doo serait certainement effrayé s'il savait que ce genre de camionnette se vendait à près de 60 000 $ de nos jours. La berline rose, les Simpsons. Pendant 28 ans, les créateurs de la série animée ont entretenu l'intrigue sur le type de voiture que possédait la famille. Mais dans un des épisodes, nous avons finalement découvert qu'il s'agissait d'une Plymouth John Carolla 1986. La Batmobile, le Chevalier Noir. Malgré son aspect encombrant, c'est quand même une voiture rapide. Elle peut passer de 0 à 100 en 5,6 secondes. Il y a une version de cette Batmobile qui est légale pour aller dans la rue. Tu peux en avoir une pour $1 million. Le Pursuit Special, Mad Max Fury Road. Le dernier des intercepteurs V8 avait un moteur V8 très gourmand en essence. Un vrai luxe dans ce monde dystopique fictif. Chevrolet Camaro, Transformers. Lorsqu'elle se transforme en Bumblebee, cette Chevrolet atteint une hauteur de 5 mètres. Les traits de caractère de Bumblebee ont été inspirés de Marty McFly de Retour vers le futur. KITT K2000. La voiture est une Pontiac Firebird fortement modifiée. La principale caractéristique de KITT était l'intelligence artificielle et le nom est un acronyme de Knight Industries 2000. La Black Beauty, le frelon vert. Cette Imperial Chrysler Crown de 1965 avait subi de fortes modifications, mais elle était magnifique et dangereuse. Elle était remplie de tous les gadgets dont un super-héros et son acolyte pouvaient avoir besoin pour combattre le crime. Elle était conduite par nul autre que Bruce Lee dans le rôle de Kato. L'Ectomobile SOS Fantôme. C'était une vieille ambulance Cadillac Miller Meteor de 1959. Toutes les scènes où la voiture a fini à l'envers ont été réelles. La voiture est tombée en panne sur le pont de Brooklyn pendant le tournage. Le Magicobus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce bus est aussi grand qu'une girafe. Sa hauteur a causé beaucoup de désagréments pendant le tournage. Le bus à 3 étages ne pouvait pas passer sous les ponts. Alors ils ont transformé le 3e étage pour qu'il soit amovible. Le Catbus, mon voisin Totoro. Ce bus vivant se déplace sur 12 pattes. Son intérieur est doux et couvert de poils, et les yeux du chat sont les phares. L'épouvante, maître du monde par Jules Verne. Cette machine amphibie pouvait se déplacer sur Terre, dans les airs, sur et sous l'eau. Sur Terre, elle pouvait atteindre une vitesse de 240 km/h. Dans les airs, 321. Pas mal pour une histoire écrite en 1904. Le chasseur T-70 X-Wing Star Wars. Il peut accélérer à 1000 km/h et se déplacer à 100 mégalumières par heure. Sa conception n'est cependant pas très efficace. Il ne pourrait probablement pas voler dans la vie réelle. Rex, Metal Gear Solid. Le nom Rex lui a été donné en raison de son apparence similaire à celle du T-Rex. Le cockpit est dans les mâchoires du dinosaure métallique. Mumac, ou olifant comme on les appelle en occidentalien. Cette créature géante, ressemblant à un éléphant, est comme un tank grâce à sa peau épaisse. Les flèches et les lances ne peuvent pas le traverser. Appa, Avatar, le dernier maître de l'air. Il s'agit d'une créature qui ressemble à un bison volant et accompagne Aang dans ses aventures. Appa est peut-être mignon et doux, mais il est aussi gros qu'un bus scolaire. Marcheur AT-AT, la machine marchande qu'on reconnaît le plus de l'univers Star Wars. L'inspiration pour sa conception est le Paraceratherium. Répète avec moi, Paraceratherium, un rhinocéros sans cornes préhistorique qui a vécu il y a 30 millions d'années. Le Dreadnought. Il s'agit d'un camion-citerne qui ferait presque la longueur d'un court de tennis. C'est la voiture la plus puissante de l'univers de Death Race. Le Blackbird X-Men.
l'équipe de mutants super-héros se déplace dans un jet fortement inspiré d'un Lockheed SR-71. Sauf que celui-ci peut décoller et atterrir verticalement. Il peut accélérer jusqu'à 3500 km/h. Faucon Millenium, Star Wars. Le morceau de ferraille le plus rapide de la galaxie existe aussi dans la vraie vie. Une réplique exacte a été construite pour le tournage de l'un des films. Sandcrawler, Star Wars. L'abri mobile géant des Jawa est équipé d'un champ magnétique qui permet à la machine d'avaler le métal et les droïdes comme un aspirateur. Tripod, la guerre des mondes. Cette terrifiante machine était équipée d'un rayon ardent et de tubes qui émettent un nuage de fumée noire toxique. Ces extraterrestres auraient facilement pris le contrôle de notre planète, sauf pour les bactéries contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, mais l'humanité l'était. Oups, spoiler! Le Black Pearl, pirate des Caraïbes. C'est le vaisseau le plus rapide de l'univers des pirates. Le navire utilisé pour le tournage s'appelait en fait The Sunset. Le Hollandais volant, pirate des Caraïbes. Selon la légende, le capitaine de ce navire a jeté une malédiction sur tout l'équipage et ne pouvait plus aller sur Terre. La malédiction n'a pas été levée, alors peut-être que ce navire dérive encore sur les océans. Endurance, Interstellar. Le film est incroyablement précis par rapport aux détails. Cette station en forme d'anneau, presque aussi large qu'une aile de Boeing 747, pourrait fonctionner dans la vraie vie. Le château mobile de Howl. Il est gigantesque et intimidant, mais l'énorme canon qu'il a dessus ne fonctionne pas. Le château, haut de 20 étages, se déplace la plupart du temps en silence. Nautilus, 20 000 lieues sous les mers. Ce sous-marin fictif était aussi long que 3 baleines bleues et atteignait la vitesse d'une autoroute. L'endroit le plus isolé de la Terre, Point Nemo dans le Pacifique Sud, a été nommé d'après le capitaine du navire. Attends, ce n'est pas le nom du petit poisson clown du film de Disney ? Gypsy Danger, Pacific Rim. Ce robot géant a été créé pour combattre les monstres comme Godzilla. Il est 10 fois plus lourd qu'un Airbus A330. Megazord, Power Rangers. Chacun des Mighty Morphing des Power Rangers pouvait invoquer son propre robot Zord. Mais lorsque les ennemis devenaient trop gros, l'équipe se rassemblait en un Megazord plus grand que la Statue de la Liberté. Normandie, Mass Effect. C'est la frégate que le commandant Shepard a utilisée pour sauver la galaxie 3 fois. Elle avait un excellent système de furtivité qui la rendait invisible aux autres vaisseaux. Shield Helicarrier, Univers Marvel. Cet énorme avion ne pourrait tout simplement pas exister dans la vraie vie, mais la technologie est beaucoup plus avancée dans ce monde fictif, alors ils réussissent à fournir de l'énergie à une machine de cette taille. USS Enterprise, Star Trek. Il y avait au total 9 vaisseaux spatiaux Enterprise. Celui-ci était équipé d'un moteur à distorsion, ce qui lui permettait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Snowpiercer. C'est un géant parmi les trains. Lorsque le monde a gelé, lors d'une nouvelle ère glaciaire, ce train a fait le tour du monde en boucle sans s'arrêter. Destroyer stellaire de classe impériale, Star Wars. Nous sommes officiellement entrés dans le territoire des milliards. Le coût de ce navire colossal s'élève à près de 4 milliards de crédits impériaux. À titre de comparaison, dans l'univers de Star Wars, on peut acheter un petit vaisseau spatial pour seulement 10 000 crédits. Londres, Mortal Engines. Oui, c'est une ville qui bouge. La méga métropole, 3 fois plus haute que la Burj Khalifa, se déplace à l'aide de 7 roues géantes. Elle a absorbé d'autres petites villes en cours de route. Standard Island, l'île à hélice. Cette île flottante, de forme ovale, mesure 6 km de long et 5 km de large. Elle a été conçue pour parcourir les eaux de l'océan Pacifique. Oh, et seuls des millionnaires vivent dessus. Vigor, Star Trek. Il s'agit d'une créature qui ressemble à un vaisseau spatial. Dans l'univers Star Trek, l'USS Enterprise pourrait voler librement à l'intérieur de ce monstre. L'étoile de la mort, Star Wars. Cette gigantesque station spatiale sphérique compte 560 ponts et accueille 2,4 millions de passagers et de membres d'équipage. Oh oh, boum! Spoiler! TARDIS, Doctor Who. De l'extérieur, elle ressemble à une cabine de police britannique normale. Mais si nous parlons de l'intérieur de la machine à voyager dans le temps du docteur, eh bien sa taille est infinie. Un énorme train file à toute vitesse sur les rails. Ses freins crissent. Dans quelques secondes, ce bélier d'acier de 1000 tonnes va s'écraser sur un autobus en arrêt sur le passage à niveau. Seul un miracle peut sauver les passagers. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ?
Quelques instants avant la collision, une silhouette humaine apparaît. Elle s'envole de la montagne voisine avec un jetpack dans son dos. Son corps est protégé par un exosquelette. Sa combinaison, semblable à l'armure d'un chevalier, la rend incroyablement forte. Elle atterrit devant le train et appuie ses mains dessus. L'exosquelette absorbe l'impact. Les roues crissent sur les rails dans un bruit assourdissant. Et, à quelques mètres du bus, le train s'arrête enfin. Les portes du bus ne fonctionnent pas. Les gens ne peuvent pas en sortir. Le héros sort un sabre laser de sa ceinture et découpe un rectangle dans l'acier. Ce scénario peut sembler fantastique, mais beaucoup de gadgets que l'on a vus dans les bandes dessinées et les films font désormais partie de notre réalité. L'exosquelette de Sarcos Robotics rend son propriétaire 20 fois plus fort, réduit les risques de blessures et ne limite pas ses mouvements. Ce modèle n'est qu'un des nombreux exemples. Dans un avenir proche, ces objets apparaîtront dans les rues et deviendront aussi familiers que les drones ou les hoverboards. Dans une telle combinaison, tu peux à la fois secourir des personnes et monter tout seul un réfrigérateur au premier étage. Mais l'armure semble incomplète si elle ne peut pas voler. Richard Browning est le fondateur de Gravity Industries, une entreprise qui développe des jetpacks. Il est aussi le pilote d'essai en chef. Son appareil se compose d'un grand moteur à réaction derrière le dos et de 2 petits sur chaque bras. La personne qui le porte ressemble à un personnage d'un film de science-fiction. Si tu pèses moins de 90 kg, ce sac à dos te permettra de voler. Le seul hic, c'est que, pour l'instant, sa fabrication coûte 440 000 $. Le sabre laser, quant à lui, est l'incarnation de la science amusante. Plusieurs générations de scientifiques, de blogueurs et de fans de Jedi ont essayé de créer leur modèle. Le principal composant envisagé pour le sabre laser est le plasma à haute énergie. La force du champ magnétique aidera le plasma à garder sa forme dans l'air. Mais il y a un problème. Pour faire fonctionner le sabre, il faut transporter un équipement lourd avec soi. Sans oublier les rayons ultraviolets et la chaleur qui proviennent du plasma chaud. La torche à vapeur métallique Burner est actuellement la meilleure alternative au sabre laser. Cet appareil peut découper une porte en métal en quelques secondes. Mais se battre avec une torche ne fonctionne pas. La cape d'invisibilité n'est plus un fantasme. L'entreprise canadienne, Hypersteels Biotechnology Corp, a développé un tissu qui te fait bel et bien disparaître. Il n'y a aucune magie là-dedans, juste les bonnes vieilles lois de la physique. Cette cape d'invisibilité crée une illusion d'optique qui te dissimule des regards indiscrets. Depuis 1985, l'overboard a suscité beaucoup d'attention de la part des gens du monde entier, et les inventeurs essaient de recréer ce design depuis des décennies. De nombreuses entreprises ont développé leur design de skateboard volant. On peut citer l'overboard alimenté par un jet d'eau, par du kérosène brûlant, par l'électricité ou par des hélices rotatives. ArcSpax Endo a le modèle le plus proche du prototype de science-fiction. Il peut voler dans toutes les directions, tourner et freiner. Cela est possible grâce à 2 champs magnétiques qui se repoussent mutuellement. En 1947, les ingénieurs américains ont examiné une voiture et décidé que c'était un engin ennuyeux. Alors, pourquoi ne pas la faire voler ? Le résultat de leur travail a été le modèle 118 Conv Air Car. En gros, ils ont pris une voiture normale et ont attaché un avion miniature à hélice sur son toit. Les entreprises du monde entier continuent d'investir des millions de dollars dans le projet de voitures volantes, même si leurs voitures ressemblent aujourd'hui davantage à des drones ou des hélicoptères. De nombreux chercheurs sont persuadés que nous ne construirons jamais de voitures volantes, jugées trop coûteuses et trop dangereuses. Mais qui sait ? Au XIXe siècle, les gens disaient que ces charrettes à 4 roues ne remplaceraient jamais le cheval. Et aujourd'hui, un trajet confortable sur l'autoroute est quand même plus rapide que de monter à cheval à travers champs. Pendant que les ingénieurs essayent de faire voler les voitures, leurs collègues ont fait en sorte qu'elles n'aient plus besoin de conducteur. L'ordinateur prend les commandes. Si tu dois aller au supermarché ou au restaurant, ta voiture autonome choisira elle-même le meilleur itinéraire. Elle sait aussi se garer, ce qui pour certains n'est pas négligeable. La voiture distingue les autres usagers de la route grâce à des capteurs, des caméras vidéo et de puissants processeurs informatiques. Elle remarque les feux de signalisation et les panneaux routiers. Le projet Robotaxi est l'un des plus prometteurs dans ce domaine. Très probablement, dans les 10 à 20 prochaines années, les auto-écoles appartiendront au passé.
Pendant des milliers d'années, les peuples anciens se sont assis au coin du feu et ont regardé le ciel étoilé. Notre civilisation a déjà voyagé dans l'espace, mais il y a toujours plus de questions que de réponses. En 60 ans, nous avons envoyé 600 astronautes dans l'espace. Parmi eux, 7 personnes sont des touristes qui ont visité la Station spatiale internationale. Mais pour avoir le privilège d'admirer notre planète d'une hauteur de 400 km, il faut débourser 50 millions de dollars. SpaceX et son propriétaire Elon Musk sont prêts à établir une colonie sur Mars d'ici 2050. 1 million de personnes s'installeront dans la toute première ville martienne. Mais il n'est pas nécessaire de monter à bord d'un vaisseau spatial pour avoir l'impression d'être sur une autre planète. 80% des océans du monde sont encore inexplorés et non cartographiés. Des fabricants de sous-marins proposent d'explorer les fonds marins dans le confort. Pour cela, ils ont développé des designs de yachts sous-marins qui allient confort et sécurité. Le sous-marin privé Migaloo M5 est presque aussi long que la tour Montparnasse est haute et peut rester sous l'eau pendant 4 semaines. L'ensemble comprend un hangar avec un hélicoptère, des jet skis et des mini-bathyscaphes. Il n'y a pas encore d'acheteurs, mais ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, imagine que tu es un plongeur sous-marin au fond de l'océan. Il fait noir tout autour de toi, mais ta lampe de poche peut régler le problème. Tu respires un liquide qui remplit ton casque jusqu'aux yeux. Quoi ? Nous ne pouvons pas respirer de l'eau, ou, par exemple, du soda, non pas parce que ces substances sont liquides, mais parce qu'elles ne contiennent pas assez d'oxygène. À l'avenir, les plongeurs sous-marins respireront un liquide enrichi en oxygène. Cela permettra aussi de plonger en profondeur. La société américaine Second Sight Medical Products a développé un œil artificiel qui peut redonner la vue à une personne aveugle. Il s'appelle Argus II. Il s'agit en fait d'un implant rétinien électronique et c'est la première étape vers la création de l'œil bionique. Peut-être qu'à l'avenir, il sera capable de faire un zoom avant et arrière sur les objets, de rendre une image plus nette ou de voir les infrarouges. Les lunettes de réalité augmentée n'ont pas encore atteint la perfection technique, mais la plupart des futurologues sont convaincus qu'elles changeront notre monde, tout comme l'a fait Internet. Pourquoi aurais-tu besoin d'une télévision ou d'un ordinateur ? À ta demande, tes lunettes abaisseront devant toi un écran virtuel de n'importe quelle taille avec tes séries préférées. Il en va de même pour les meubles, les vêtements, la vaisselle. Tout cela sera remplacé par des objets virtuels. Les lunettes de réalité augmentée numériseront tout objet qui t'entoure et le feront ressembler à ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu les enlèves, bien sûr. Aujourd'hui, tu admires un paysage méditerranéen par la fenêtre. Et demain, tu auras une vue de Times Square. Les disques durs et les lecteurs optiques des ordinateurs stockent d'énormes quantités de données, mais cette technologie n'est pas fiable. Avec le temps, les disques deviennent illisibles. Les scientifiques ont presque résolu ce problème. Ils ont appris à écrire des données électroniques dans l'ADN de bactéries vivantes. Les processus biologiques ont lieu à l'intérieur de chaque cellule vivante. Les scientifiques ont réussi à les programmer en utilisant des méthodes de systèmes informatiques. Les nanorobots apparaîtront dans les 10 prochaines années. Dans les films et les bandes dessinées, les méchants sont le plus souvent associés à cette technologie. Dans le monde réel, les nanorobots seront utilisés en médecine. Chaque robot n'est pas plus grand qu'une molécule. En lançant une flopée de nanorobots dans le corps humain, les médecins pourront surveiller la santé et l'état physique de leurs patients. Et le must avec les nanorobots, c'est qu'ils peuvent être imprimés en 3D. Cloner un dinosaure peut sembler être une mauvaise idée dans les films, mais les vrais scientifiques disent que ce n'est même pas une option possible. Les gènes peuvent être utilisés pour le clonage s'ils n'ont pas plus d'1 million d'années. Or, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais il y a d'autres animaux. Il y a une forte probabilité que les mammouths réapparaissent sur Terre dans les 50 prochaines années, ainsi que les rhinocéros laineux et même les tigres à dents de sabre. Les scientifiques prévoient d'implanter du matériel génétique d'animaux disparus dans l'ADN d'animaux existants. Éléphants, rhinocéros et tigres. Dans les films de science-fiction, on voit souvent des vaisseaux spatiaux et des stations qui tirent des faisceaux colorés dans l'espace pour attirer d'autres vaisseaux. Des scientifiques australiens ont réussi à créer un tel rayon, sauf qu'il est invisible. Leur rayon est capable de capturer et de retenir des atomes flottant dans le vide. Bien sûr, ce ne sont pas encore d'énormes stations spatiales, mais c'est un grand pas dans l'étude de la physique. Les scientifiques ont créé un entonnoir quantique qui permettra d'étudier les atomes et molécules individuelles qui composent tout ce qui nous entoure.
Ça y est, tu y es. Le plus grand divertissement de tous les temps. Le cinéma Full D. Tu entres dans une salle sombre avec un grand écran rond. Tu mets un casque et tu sens des millions de capteurs se connecter aux neurones de ton cerveau. 3, 2, 1, et tu deviens le personnage principal d'un film incroyable. C'est la nuit. Tu es dans ton lit. Tu te blottis dans tes couvertures à cause du froid vivifiant. Tu entends des bruits inquiétants, comme si quelque chose grattait les murs de l'intérieur. Tu te lèves du lit et tu sens une tension croissante dans l'air. Tu te diriges vers l'interrupteur. Tu te retournes et tu remarques une silhouette sombre derrière toi, juste à côté de ton lit. Ses traits sont cachés par l'ombre, mais elle te regarde fixement. Tu réalises que c'est un film d'horreur et tu allumes les lumières. La forme disparaît. Tu éteins à nouveau la lumière, mais le fantôme n'est plus là. Tu entends un ricanement bas et rauque. Au plafond, une vieille femme se tient à quatre pattes. Elle hurle et saute sur toi. Le cœur battant, tu te précipites hors de la pièce et tu lui fermes la porte au nez. Tu as de la chance que ce ne soit qu'un film. Sinon, tu aurais fait des cauchemars après ça. Tu es dans la cuisine maintenant. Par les fenêtres, les premiers rayons du soleil levant apparaissent. Une sorte de musique entraînante est diffusée, mais tu ne comprends pas d'où elle vient. Un mixeur, 2 œufs et une brique de lait sont sur la table. Tu te prépares un shake protéiné et tu remarques que tu portes déjà un survêtement. Tu sors, la musique devient plus forte et tu commences à courir. Les bâtiments et les rues défilent devant toi en quelques secondes. Tu te sens encouragé et tu réalises que tu es maintenant dans un film de sport. Tu es en pleine forme et prêt à réaliser des exploits. Mais ta bonne humeur disparaît au moment où un bâtiment à côté de toi explose. Tu es projeté sur le côté mais tu restes parfaitement indemne, comme un héros de film d'action. Il y a d'autres explosions à proximité et tu commences à courir pour survivre. Un 4x4 aux vitres teintées apparaît au coin de la rue. Tu glisses par-dessus son capot et enfourches une moto de sport garée juste derrière. On aurait dit qu'elle t'attendait, prête à partir. Tu t'éloignes de la poursuite. Derrière toi, l'asphalte craque, les voitures sont projetées sur le côté comme des jouets, les vitres se brisent. Devant toi, tu vois un énorme camion avec un tremplin en bois flanqué en travers. Tu tournes la poignée d'accélérateur au maximum, la moto prend du régime et tu es déjà dans les airs. Et au bon moment aussi, une énorme explosion se produit juste derrière toi. Tu passes à travers une fenêtre du bâtiment le plus proche et tu t'éjectes de la moto. Tu es dans une pièce grise avec de vieux meubles. La fenêtre par laquelle tu es entré est déjà intacte et les gouttes de pluie tapent sur la vitre. Tu te sens épuisé et confus. Tu marches d'un côté à l'autre en regardant la rue en contrebas. Soudain, tu ressens une impulsion créative. À ce moment-là, tu remarques un bureau avec une machine à écrire dans le coin. Tu t'assieds et tu commences à taper de façon effrénée. Des mots et des phrases jaillissent de ton esprit sur une feuille de papier vierge. Tu es persuadé que tu es en train d'écrire un chef-d'œuvre. En réalité, le texte est un charabia complet. Mais pas pour toi, la tension est si forte que tu te mets à pleurer. Les heures passent, en quelques secondes, la nuit et le jour se remplacent et tu te retrouves avec une pile de pages écrites sur ton bureau. Tu attrapes le manuscrit et tu vois l'éditrice le lire. Une larme coule sur sa joue et elle dit que tu as écrit quelque chose d'incroyable. « Mais à quel prix ?» réponds-tu. « Ce livre m'a tout pris. Tu n'as aucune idée de ce qu'il t'a pris exactement, mais tu le ressens parce que tu es dans un drame. » Tu quittes le bureau de l'éditrice et tu te retrouves dans la rue, en plein milieu d'un embouteillage. Un homme passe la tête par la fenêtre d'une voiture et dit « Salut étranger, quelle journée !» Un cycliste passe en criant « Un temps parfait pour pédaler !» Tu te surprends à répondre « Je ne sais pas qui sont ces gens, mais c'est génial, et je suis partant. » Il s'avère que tu as une belle voix. Les gens autour de toi sortent de leur voiture et chantent avec toi. Un corbeau assis sur un lampadaire et des pigeons qui passent par là se joignent également à la chanson. Tout le monde autour danse comme s'ils avaient répété et un camion de pompiers asperge la foule d'eau. La chanson devient de plus en plus forte. Tu veux vivre, tu veux vivre, tu veux vivre pour toujours dans la comédie musicale. Waouh, c'était génial. Tu entres dans une ruelle sombre et tout ce qui t'entoure s'estompe en nuances de noir et de blanc. Tu portes un chapeau des années 50. Tu entends le hurlement des sirènes de police, les cris de quelqu'un, le bruit du verre qui se brise. Cette ville, embourbée dans la cupidité et le vice. Il semble que tu viennes de proférer cette pensée à voix haute. Super, maintenant tu es dans un film noir. Tu es assis dans un bureau, un verre vide et des notes éparpillées sont sur la table. 17 décembre 1954, je n'ai pas dormi depuis 2 jours maintenant. Une belle femme apparaît dans l'embrasure de la porte. « Inspecteur, j'ai besoin de votre aide, dit-elle. » Tu conduis une vieille bagnole à travers la nuit dans une ville en noir et blanc. Tu réalises que ce n'est pas un film, mais la bande-annonce d'un film policier. L'image change avec une musique intense.
Maintenant, tu te disputes à propos de quelque chose avec ton partenaire. Ensuite, tu es au milieu d'une poursuite en voiture. Tu donnes un coup de pied dans une porte. Haut les mains! Gros plan de menottes que l'on attache au poignet de quelqu'un. La musique devient plus intense et une voix off dit « Cet été ». Tu jettes une allumette enflammée sur le sol et tout s'embrase. Des billets de banque tombent du ciel. L'image suivante te montre en train de marcher sous une pluie battante. Des gouttes tombent de ton chapeau au ralenti. Tu souris. Un inspecteur lugubre à souhait, dit la voix, et la bande-annonce se termine. Et en un clin d'œil, le monde retrouve ses couleurs. Tu passes dans une rue animée et tu vois une peau de banane posée sur la route. Tu la contournes et tu entends des rires. Tu ne comprends pas d'où cela vient, mais tu vois deux vendeurs de fruits à proximité. L'un d'eux donne de l'argent à l'autre car il vient de perdre un pari. Le perdant te demande « C'était si difficile de glisser et de tomber ?» Tu réponds en haussant les épaules et tu entends à nouveau ce rire. C'est comme si une foule de personnes invisibles te regardaient et riaient de chacun de tes gestes. Bon, tu es dans une sitcom. Une mamie passe par là et glisse sur la peau de banane. Heureusement, tu la rattrapes à temps. Le vendeur qui a gagné le pari rend l'argent et tu entends à nouveau les rires. « Vous savez, jeune homme, depuis 100 ans, personne ne m'a jamais sauvé d'une peau de banane. » Avoue la mamie. Les rires dans les coulisses deviennent plus forts. Tu es agacé et tu te précipites dans le supermarché le plus proche. Tu marches entre les rayons et remplis ton caddie de provisions. Plusieurs personnes s'approchent de toi de différents côtés et te filment avec des caméras aux objectifs énormes. L'un d'entre eux est même allongé sur le sol, caché derrière des cartons de pommes. Ils sont sûrs que tu ne peux pas les voir. Une voix calme et agréable dit « La sensation de faim l'incite à mettre plus de nourriture dans le chariot. À la caisse, cet être humain comprendra qu'il n'a peut-être pas assez d'argent pour tout acheter. » Tu es d'accord avec la voix et remets la bouteille de lait chocolaté sur l'étagère. Des personnes munies de caméras te suivent à distance. À présent, ils passent par un rituel courant pour l'espèce humaine. Faire la queue pour acquérir sa pitance. Tu es probablement dans un documentaire animalier en ce moment. Tu comprends donc ce que ressentent les animaux. Tu sors du supermarché et soudain, un tremblement de terre se produit. Les gens crient tout autour et des vaisseaux spatiaux apparaissent dans le ciel. Une invasion extraterrestre. Tu montes dans une voiture noire et elle se transforme en vaisseau spatial. Tu manœuvres dans le ciel en esquivant les explosions. Les vaisseaux ennemis te poursuivent. Tu appelles ton fils adulte au téléphone. « Fils, je ne te l'ai jamais dit avant, mais je t'aime énormément. Tu as beau être un poulet, tu es la personne qui compte le plus dans ma vie. Prends soin de toi. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ? Papa ?» demande le fils. Mais tu éteins le téléphone. Tu es dans un film de science-fiction avec une petite pointe de drame. Ton vaisseau spatial entre dans l'espace et tu vois l'énorme arche des envahisseurs. Tu te faufiles parmi les ennemis et tu t'écrases sur leur centre de commandement. Une énorme explosion illumine l'espace. L'humanité a gagné. Tu es déclaré martyr, mais personne ne sait que tu as réussi à t'extraire de ton vaisseau spatial au dernier moment. Maintenant, tu mènes une vie paisible avec ta famille dans un village reculé. Fin. Avec toi-même. Bientôt dans les salles. Tu es assis dans ta voiture sur le parking d'un centre commercial. Tu viens d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de ta sœur et tu devrais avoir le temps de la porter à sa fête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le centre commercial. Il est donc très difficile de sortir du parking. Finalement, tu t'approches de la sortie. Tu appuies sur le bouton situé à côté du volant qui active le coussin antigravité. Il fait décoller ta voiture à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Les roues glissent à l'intérieur de la carrosserie et une énorme turbine sort du coffre. Le pare-brise devient un panneau tactile avec de nombreuses touches et écrans. Le portail s'ouvre, la turbine libère une flamme et ta voiture s'envole du parking directement dans l'espace. Des milliers de voitures volantes passent à toute allure devant toi, sur une autoroute spatiale invisible. Tu t'éloignes du centre commercial qui ressemble à une immense station spatiale entourée d'hologrammes publicitaires. Avant d'aller sur Terre, tu dois passer sur Mars pour réparer ton moteur. Ton GPS te donne un itinéraire et tu poursuis ta route. Tu es loin de l'orbite terrestre, donc tu peux atteindre Mars en quelques heures. Tu actives le pilote automatique et décides de faire une petite sieste. Nous sommes en 2048. La population mondiale a dépassé les 20 milliards d'habitants. Il y a trop peu d'espace sur Terre. L'humanité n'est pas encore prête à coloniser d'autres planètes, alors les scientifiques et les ingénieurs du monde entier ont commencé à construire d'énormes stations spatiales. Cela décharge la planète de 50% de sa population. Les stations ressemblent à d'énormes anneaux. Elles imitent l'atmosphère de la Terre, ont une gravité artificielle et de la végétation. Les gens naviguent sans cesse entre ces stations et la Terre. Des fusées assurent les transferts, mais c'est coûteux et peu pratique.
Les constructeurs automobiles ont donc créé des voitures volantes super réactives. Quelques années plus tard, les humains ont lentement colonisé la Lune et Mars. Désormais, se rendre sur la planète rouge est aussi facile que d'aller dans la ville voisine. Les voitures suivent certaines routes qui sont similaires aux voies aériennes utilisées par les avions. Les ingénieurs ont créé des autoroutes numériques qui ne peuvent être vues qu'à travers le pare-brise. Bien sûr, tu peux voler dans l'espace dans n'importe quelle direction. Mais si tu vas dans un centre commercial ou sur la Lune, tu dois suivre une route numérique. Tu te réveilles en approche de Mars. Presque personne ne vit ici à cause de l'atmosphère et des conditions météorologiques difficiles. Mais Mars possède le plus grand centre de service auto et le parc d'attractions le plus cool du système solaire. Pour s'y rendre, les gens doivent rester dans un embouteillage spatial pendant des heures. Ton tableau de bord indique que tu as des problèmes de turbine. Tu enfiles ta combinaison spatiale, prends un tournevis laser et sors de ta voiture. Tu es en apesanteur. Tu voles jusqu'à la turbine et tu répares le problème avec le tournevis. Il y a des milliers de voitures autour de toi. Tu vois les gens bâiller, écouter de la musique et regarder des films. Tu remontes dans ton véhicule et avances lentement. Il arrive souvent que le moteur ou la turbine tombe en panne au milieu d'une autoroute spatiale. Lorsque cela se produit, ta voiture se met en mode urgence. Le tableau de bord envoie automatiquement un signal à l'équipe de réparation la plus proche. Tu n'as alors qu'à flotter dans l'espace et attendre que les mécaniciens arrivent et remorquent ta voiture jusqu'au garage le plus proche. Tu as assez d'oxygène à l'intérieur pour tenir quelques jours, mais si tu en manques, tu peux demander de l'aide sur Internet. Les gens qui passent par là s'arrêteront et partageront leurs réserves d'oxygène avec toi. Tu arrives enfin au garage. Les mécaniciens installent un nouveau moteur de superjet sur ta voiture et réparent la turbine. Il ne te reste plus beaucoup de temps car tu as promis à ta sœur de ne pas être en retard. Tu remontes dans la voiture et quittes l'orbite martienne à toute vitesse. Le nouveau moteur tourne silencieusement et ne secoue pas ta voiture. Tu prends de la vitesse et voles le long d'une autoroute numérique presque vide. En chemin, tu croises de nombreux petits satellites diffusant des publicités holographiques. Heureusement, tu as un bloqueur de publicité. Tu l'actives et les bannières spatiales deviennent invisibles à travers ton pare-brise. Tu vois finalement apparaître un petit point bleu. C'est la Terre. Tu te souviens alors que tu devais nourrir ton chien. Tu quittes la route et voles jusqu'à la Lune. Tu y as une maison que tu as achetée à petit prix l'année dernière. On ne peut pas encore changer l'atmosphère de planètes entières, mais on peut y installer de petits dômes et les remplir d'oxygène. À l'intérieur de ton dôme, tu as fait construire une maison, une piscine et même un petit jardin. Avant, les gens allaient à la campagne pour s'éloigner de l'agitation de la ville. Aujourd'hui, tout le monde achète des maisons sur la Lune. Tu traverses le dôme, te poses sur la surface blanche et tu vas mettre de la nourriture dans la gamelle du chien. Ton appartement de l'anneau spatial est en pleine rénovation, alors tu vis temporairement sur la Lune avec ton chien. Tu peux voir d'autres voitures voler jusqu'au dôme voisin. Certaines sont des supercars de luxe avec un gros coussin antigravité et un moteur ultra réactif. Elles peuvent voler 10 fois plus vite que la vitesse du son et ont une intelligence artificielle qui peut parler au conducteur. Il y a aussi de vieilles voitures spatiales rouillées. Parfois, les gens fixent un moteur à réaction sur une voiture normale qu'ils recouvrent d'un alliage de cuivre, de fer et d'argent pour parcourir de longues distances dans le vide spatial. On peut également voir beaucoup de taxis dans l'espace. Parfois, se rendre sur la Lune est moins cher que de se rendre à l'autre bout d'une ville terrestre. Cela s'explique par les embouteillages sur Terre. Il y a aussi beaucoup de bus volants dans l'espace. Chaque jour, plusieurs vols assurent la liaison Terre-Lune-Mars. Les gens construisent constamment quelque chose sur Mars. Les normes centres auto et le parc d'attractions sont terminés. À présent, ils y créent un centre scientifique pour étudier les sauts interstellaires. Bien entendu, les ingénieurs ont besoin de matériaux de construction pour de tels projets. Plusieurs fois par semaine, des trains volent de la Terre vers Mars en suivant une autre route. Au début, ils transportaient des personnes, mais ce n'est plus rentable. Il est beaucoup moins cher et plus rapide de se rendre sur Mars en bus ou avec sa propre voiture. Tu quittes enfin la Lune pour aller sur Terre. Le tableau de bord signale que tu n'as plus de carburant. Tu décides donc de t'arrêter dans une station-service. Il y en a partout. Elles sont entièrement contrôlées par intelligence artificielle. Tu voles vers l'une d'elles. La pompe à carburant se branche automatiquement à ton réservoir. Ton moteur consomme du carburant de fusée amélioré au lieu de l'essence. Tu
paix par le biais de ton écran tactile et tu t'envoles. Des centaines d'autoroutes spatiales numériques mènent à la Terre et chacune est remplie de voitures. Encore des embouteillages. Il y a des points de contrôle dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les services douaniers vérifient les documents et les coffres des voitures. Pendant que tu es dans les embouteillages, tu regardes les camions poubelles. De nombreux débris flottent dans l'espace. Des camions, contrôlés par intelligence artificielle, volent lentement et collectent les ordures dans d'énormes conteneurs. Ils s'éloignent ensuite de la Terre et libèrent les conteneurs qui sont équipés de petites turbines, leur permettant de voler bien au-delà de notre système solaire. Ensuite, ils chauffent rapidement et tous les déchets à l'intérieur se consument. Tu passes enfin tous les points de contrôle et arrives dans les couches moyennes de l'atmosphère. Notre planète ressemble à un immense monde cyberpunk, mais en plus léger et plus joli. D'énormes voitures dispersent les nuages pour améliorer la visibilité. Des vaisseaux de pompiers volent vers l'une des stations où un incendie s'est déclaré. Dans le ciel, tu croises des centaines de stations-service, d'hôtels, de cinémas et de centres commerciaux aériens avant d'atteindre le sol. Tu t'approches d'un immeuble de stationnement. C'est un gratte-ciel de 80 étages rempli de voitures. Les gens s'y garent et utilisent les ascenseurs pour descendre. Heureusement, il y a un endroit près de la maison de ta sœur où tu peux te garer. Tu atterris, mets ta main sur le siège passager pour prendre le cadeau et... Oh non, on dirait bien que tu l'as oublié sur la Lune. Le bébé T-Rex était adorable. Voilà, c'est dit. Difficile d'imaginer ces deux mots dans la même phrase. Mais après tout, même le grand méchant T-Rex n'est pas sorti de sa coquille déjà adulte et effrayant. Au cours de ses premiers mois sur Terre, bébé T-Rex était une jolie petite boule de poils de la taille d'une dinde. Un peu comme un oisillon à l'allure bizarre sortant d'un œuf surdimensionné. Pas assez de nourriture, un environnement dangereux, des astéroïdes, les pauvres bébés étaient si impuissants et faibles que seule la moitié d'entre eux atteignaient leur premier anniversaire. Les scientifiques pensent que leur duvet était là pour les garder au chaud quand ils étaient encore petits et vulnérables, en plus de les aider à se camoufler et à rester en sécurité. Les petits n'avaient pas encore de grandes dents pointues. Ils se nourrissaient alors surtout de petits reptiles et d'insectes. Ils grandissaient toutefois assez vite, puisqu'ils prenaient jusqu'à 2 kilos par jour, comme nous pendant les fêtes. Mais le fait le plus étrange à leur sujet, quand ils étaient petits, leurs bras avaient l'air tout à fait normaux par rapport à leur corps. Mais lorsqu'ils atteignaient la taille adulte, leurs proportions étaient bizarres. Leurs parents étaient super célèbres. Ils se sont retrouvés floqués sur des t-shirts, dans des films et dans des costumes d'Halloween. Mais le T-Rex que nous connaissons et aimons n'existait pas vraiment. Tout d'abord, la vitesse. Il n'était pas si rapide. Dans les films, tu ne peux pas leur échapper, même si la voie est libre et que tu es dans une voiture plutôt correcte. Selon les premières estimations, les T-Rex pouvaient courir entre 16 et 48 km à l'heure, ce qui est très rapide, mais des recherches récentes montrent qu'en réalité, ils ne pouvaient atteindre qu'environ 19 km à l'heure. Une vitesse supérieure aurait brisé leurs os massifs. Alors détends-toi, après quelques mois d'entraînement, même la patate de canapé la plus dévouée pourrait échapper aux dents acérées de ce monstre. Et qu'en est-il de notre vieil ami, le stégosaure ? Il a vécu il y a environ 150 millions d'années, il n'a donc pas eu la chance de rencontrer ces mignons petits T-Rex qui sont apparus bien plus tard. Nous reconnaissons tous ce dinosaure. C'est celui qui a ces fameuses plaques verticales sur le dos. Elles faisaient parfois jusqu'à 1 mètre de haut. Tu aurais presque pu te cacher derrière l'une d'elles. Les scientifiques ne savent toujours pas vraiment pourquoi ils en avaient. Mais ils pensent que le stégosaure aurait pu réguler son flux sanguin grâce à elles, comme un thermostat osseux massif. Ils pensent aussi que ces dinosaures pouvaient utiliser le même système pour contrôler la couleur de leur peau, selon qu'ils voulaient être attirants ou effrayants. Impressionnant, n'est-ce pas ? Cette pauvre créature avait un cerveau qui pesait juste un peu plus qu'une balle de tennis, et qui faisait à peu près la taille d'une noix. C'est l'équivalent du cerveau d'un chien, dans le corps d'un hippopotame. Troodon était l'un des dinosaures les plus intelligents qui soient. Très complet, excellent chasseur, avec une vision stéréoscopique, 2 mètres de long et un cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Une véritable bête de compétition. Les restes de Troodon ont été l'une des premières découvertes de dinosaures en Amérique du Nord. L'un des dinosaures les plus étranges était certainement Suzurosus. Appelons-le simplement Suson. Si tu la rencontrais, tu aurais l'impression de regarder une grosse dinde
croisé avec un rat et avec un corps super poilu. C'est peut-être la grand-mère perdue depuis longtemps du paresseux moderne. Son copain, Pégomastax, n'était certainement pas loin derrière en termes de bizarrerie. Il ressemblait à un mélange entre un porc-épic et un perroquet. Mais ne le lui dis pas en face, il avait quelques dents pointues qu'il pouvait aiguiser l'une contre l'autre. Le plus grand et l'un des plus lourds dinosaures connus était Argentinosaurus. Personne n'a jamais trouvé de squelette complet, mais cette bête devait peser environ 100 tonnes et mesurer à peu près 40 mètres de long. En comparaison, le plus grand animal actuel, la baleine bleue, ne fait que 30 mètres de long. Lorsqu'on dit dinosaure, tu imagines probablement une bête grosse comme un immeuble, qui pouvait utiliser un arbre comme cure-dent. Certains d'entre eux étaient gigantesques, c'est vrai, comme ces dinosaures au long cou et à la queue monumentale qui pouvaient atteindre la taille d'un avion. Mais beaucoup d'entre eux étaient petits et légers, certains avaient la taille d'un pigeon. Le plus petit squelette de dinosaure jamais trouvé était un minuscule lézard-souris. Certains dinosaures avaient des queues de plus de 14 mètres de long, ce qui leur permettait de garder plus facilement l'équilibre quand ils couraient. Mais ils ne traînaient pas leur queue sur le sol. Les dinosaures restaient très actifs et étaient assez rapides, alors ils gardaient leur queue en l'air la plupart du temps. Même si ce vilain astéroïde a anéanti la plupart d'entre eux, une grande partie de l'ADN des dinosaures est restée dans les parages et s'est retrouvée dans les animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les oiseaux. La première fois que quelqu'un a ne serait-ce que songé à connecter les deux, c'est après avoir découvert un oiseau primitif en Allemagne. Plus tard, les chercheurs ont classé les dinosaures en deux groupes, en fonction du type de hanche qu'ils avaient. Le premier groupe semble assez familier. Ils avaient un bassin semblable à celui des lézards. Le deuxième groupe avait des hanches semblables à celles des oiseaux. De plus, beaucoup d'anciens carnivores avaient des os remplis d'air, ce qui est aussi le cas des oiseaux. Les oiseaux sont peut-être les descendants vivants des dinosaures, mais certains animaux encore présents ont réellement été témoins de l'âge des dinosaures. Si seulement ils pouvaient parler. Serpents, abeilles, requins, crabes, homards, crocodiles, cafards, même les tortues de mer. Leurs ancêtres ont tous croisé de vrais dinosaures. Les dinosaures carnivores marchaient principalement sur deux pattes, pour être plus rapides et avoir les mains libres pour rattraper un petit Snacosaurus. Les herbivores marchaient sur quatre pattes pour pouvoir porter leur corps massif. Certains des plus gros mangeurs de plantes avaient besoin d'environ 1 tonne de nourriture par jour. Imagine des animaux si grands qu'ils devaient manger quotidiennement un tas de légumes de la taille d'une maison. Il y a environ 700 espèces connues de dinosaures éteints. Cela semble beaucoup, mais nous ne les avons probablement pas toutes découvertes. Il y a 5 ans, on a découvert un nouveau type de dinosaure. Il avait des cornes tronquées juste au-dessus de ses yeux, qui le faisaient tellement ressembler au personnage de bande dessinée qu'ils l'ont appelé Hellboy. Dans les années 90, des scientifiques ont découvert un cratère dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Tu connais la suite. Il y a environ 66 millions d'années, un météore de la taille du mont Everest a frappé notre planète et a rempli l'atmosphère de poussière, de gaz et de débris qui ont provoqué une grave catastrophe climatique. Cela a déclenché une vague de chaleur et un souffle qui est monté dans l'atmosphère, bloquant partiellement le soleil. Game over. Merci d'avoir joué, messieurs les dinosaures. Il n'y a pas eu de chevauchement entre l'âge des humains et celui des dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d'années. Mais ils ont existé sur Terre pendant 160 millions d'années. Les humains d'apparence moderne n'existent que depuis environ 250 000 ans. Tous les dinosaures n'étaient pas en vacances au Mexique lorsque l'astéroïde a frappé. Ils vivaient partout sur le globe. Certains vivaient dans des déserts, tandis que d'autres vivaient dans des zones proches d'anciennes rivières, entourées de forêts épaisses et d'une riche végétation. Ils n'étaient pas trop difficiles, alors ils vivaient partout, même en Antarctique. Mais ce continent n'était pas couvert de glace à l'époque. Les deux pôles abritaient des forêts. La plupart des gens imaginent que tous les dinosaures étaient gris-verts à cause des films. De plus, nous pensons généralement que ce sont des lézards géants. Les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur les teintes de peau des dinosaures, mais les chercheurs ont récemment trouvé des preuves que les dinosaures ont existé dans toutes les couleurs. Et l'un d'eux avait même des anneaux blancs et oranges sur sa queue. Dinosaure signifie « terrible lézard » en grec. Les scientifiques pensaient que les dinosaures avaient surtout le sang froid, comme les serpents, les lézards ou d'autres reptiles.
Il s'avère qu'ils avaient peut-être tort. Certaines preuves indiquent qu'ils avaient le sang chaud, comme les mammifères. Quelque part en 2014, les scientifiques ont déclaré que la plupart des dinosaures étaient des mésothermes. Un peu de ceci, un peu de cela. Et il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient des plumes, comme les bébés T-Rex. Cela les aidait à réguler leur température corporelle. Un autre élément auquel nous croyons et qui provient des films est le bruit que faisaient les dinosaures. Les producteurs mélangent généralement un tas de bruits d'animaux pour obtenir cet authentique rugissement de dinosaures. Le T-Rex produit généralement un son qui est un mélange d'alligator, de tigre et du couinement d'un bébé éléphant. Et ce redoutable souffle de T-Rex, c'est juste le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Es-tu prêt à découvrir quel média social tu pourrais être ? Commençons. 1. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux ? A. Voyager ou faire du shopping. B. Aider les autres. C. Apprendre de nouvelles choses. D. Passer du temps avec ma famille. L'option A te rapporte 30 points. L'option B te vaut 20 points. L'option C te donne droit à 10 points et l'option D à 40 points. Combien de temps peux-tu survivre sans ton téléphone ? A. 10 secondes. B. Des années, je n'y suis pas du tout attaché. C. Le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle notification apparaisse. D. Je le vérifie une fois par heure et je me sens bien. Si tu as choisi A, ajoute 40 points à ton score. Si tu as choisi B, tu gagnes 10 points. C te rapporte 30 points et D 20 points. 3. As-tu beaucoup d'amis ? A. Pas vraiment, je me concentre sur ma réussite et mon développement personnel. B. 1 ou 2 depuis le lycée, nous sommes toujours très proches. C. Il y en a beaucoup, nous nous rencontrons souvent. D. J'avais beaucoup d'amis, mais nous ne nous voyons pas souvent. A te rapporte 20 points, B te vaut 30 points, C te donne droit à 40 points, D te fait gagner 10 points. 4. Tu as reçu ton premier très gros bonus. Comment vas-tu le dépenser ? A. Le sac ou la montre de marque que je convoite depuis des mois. B. Je prévois un voyage quelque part pour ma famille. C. Je l'investirai dans quelque chose pour faire fructifier cet argent. D. Je le donnerai à une association caritative. Si tu as choisi l'option A, tu obtiens 10 points. As-tu choisi l'option B ? Elle vaut 40 points. C te rapporte 20 points. D vaut 30 points. 5. Suis-tu les actualités sur la vie des célébrités ? A. Non, je ne m'en soucie pas vraiment et je ne l'ai jamais fait. B. Seulement quand le titre est super accrocheur. C. Absolument, je dois être au courant des derniers potins. D. Il y a quelques célébrités que j'aime et que je suis en ligne. A ajoute 10 points à ton score. B vaut 20 points. Et C est une option de 30 points. D te rapporte 40 points. À quoi te servent les médias sociaux ? A. Pour t'exprimer, générer du contenu cool et avoir des followers. B. Pour se motiver, apprendre et grandir. C. Pour toujours savoir ce que font les autres. D. Pour s'exprimer sur des sujets importants. Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 20 points. B vaut 30 points. Si tu as choisi C, ajoute 40 points à ton score et D vaut 10 points. Si tu étais un personnage de film, tu serais A. Une princesse qui attend d'être délivrée de sa tour. B. Un super-héros qui sauve le monde. C. Un méchant qui fait peur à tout le monde mais qui devient bon à la fin. D. Un lapin mignon aux yeux immenses. A te rapporte 20 points, B en vaut 10, C est une option à 30 points et D te donne 40 points. 8. Que fais-tu le matin à la première heure ? A. Je consulte mes réseaux sociaux bien sûr. B. Je bois un verre d'eau et je fais un peu d'exercice. C. J'envoie un message de bonjour à tous mes chats de groupe. D. Je vais me promener.
A ajoute 40 points à ton score, B vaut 10, C 20 points et D 30 points. 9. Fais-tu facilement confiance aux gens? A. Assez facilement, ils ne m'ont jamais laissé tomber. B. Il faut au moins 1 an pour faire vraiment confiance à quelqu'un. C. Je ne fais confiance à personne du tout. D. Si un de mes proches me dit que tu peux faire confiance à cette personne, je le crois. Si tu as choisi A, ajoute 40 points à ton score. B te rapporte 20 points. C vaut 10 points. Et D est une option à 30 points. 10. Réponds-tu aux messages et aux commentaires des inconnus? A. J'ai des comptes privés et seuls les amis peuvent envoyer des messages ou des commentaires. B. Non, je les bloque immédiatement. C. Oui, si c'est quelque chose de significatif et d'amical. D. Bien sûr, j'aime me disputer en ligne. A te donne 40 points, B 20 points, C 30 points et D vaut 10 points. 11. Quitterais-tu ton travail si ton patron avait des opinions divergentes sur un sujet important pour toi? A. Oui, mon opinion est la seule qui vaille. B. Seulement s'il m'obligeait à dénoncer publiquement mon point de vue. C. Non, je ferais semblant d'être d'accord avec eux. D. Non, j'essaierais d'adopter leur point de vue. L'option A te rapporte 10 points, B 20 points, C 30 points et D 40 points. 12. Maintenant, ouvre les paramètres de ton téléphone et dis-moi ce qui prend le plus de place dans la mémoire. A. Les photos. J'ai 2000 photos de seulement mon chat. B. Les vidéos. Je dois encore les éditer et les poster. C. Les applications de messagerie. D. Les jeux. Si tu choisis A, tu obtiens 30 points. B te donne 20 points. C vaut 40 points. Et D 10 points. Il est temps de faire la somme de tous tes points. Si tu as obtenu entre 120 et 190 points, tu es Twitter. Tu as une opinion sur tout et tu n'as pas peur de la partager avec les autres. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu es heureux de lui expliquer pourquoi tu as raison. Tu ne céderas pas, même s'il s'agit de quelqu'un qui a plus d'autorité que toi. Tu aimes apprendre les nouvelles d'abord et tu penses qu'aucune information n'est inutile. Tu as de l'esprit et tes blagues sont intelligentes et sophistiquées. Si tu as fini avec 200 à 250 points, on dirait que tu es un Pinterest sur pattes. Tu as beaucoup de goût et tu aimes embellir le monde qui t'entoure, du fond d'écran de ton téléphone à ton jardin. Tu as toujours des idées sympas sur les endroits où aller et sur ce qu'il faut offrir à quelqu'un pour son anniversaire. Tu aimes classer les choses par groupe, l'ordre est vraiment important pour toi. Tu as obtenu entre 260 et 310 points? Félicitations, ton réseau social intérieur est Facebook. Tu as un large éventail d'intérêts et tu aimes apprendre de différentes sources. Tu consacres beaucoup de ton temps et de ton âme à rester proche des autres. Tu trouves toujours un mot gentil pour tout le monde et tu te préoccupes sincèrement de leurs problèmes. Les gens te demandent souvent des conseils ou partagent simplement avec toi parce qu'ils savent que tu sais écouter et que tu as une grande expérience de la vie. Si tu as entre 320 et 370 points, il semblerait que tu serais Instagram si tu étais venu au monde sur un réseau social. Tu ne dis jamais non à une occasion d'aller dans un nouvel endroit ou chez de nouvelles personnes et de prendre un selfie avec elles, bien sûr. Tu apprends par le visuel et tu te sens plus heureux quand tu vois quelque chose de beau ou de mignon. Tu aimes aussi savoir ce qui se passe dans la vie des autres et tu ne te lasses jamais de voir leur choix de petit déjeuner. Ceux qui ont obtenu entre 380 et 430 points, mettez vos mains en l'air et sautez en avant. Maintenant, ne bougez plus. Oui, nous filmons ici une danse TikTok car c'est ton réseau social intime. Tu es plein d'énergie, tu aimes la vie rapide et tu ne t'accroches pas trop au passé. Tu es assez courageux pour expérimenter de nouvelles approches et de nouveaux formats. Tu apprends vite et si quelqu'un n'arrive pas à aller droit au but instantanément, tu t'ennuies facilement. Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 440 à 490 points, LinkedIn est le réseau social qui correspond à ta personnalité. Tu es orienté vers un but et tu sais exactement ce que tu veux. Tu considères les autres personnes comme des connexions potentielles utiles pour ta carrière.
Tu aimes travailler en réseau, mais tu ne partages jamais rien de personnel. Il est plutôt difficile pour toi de laisser les gens se rapprocher, et tu ne peux te montrer sous ton vrai jour qu'à tes vieux amis. Tu aimes analyser les choses et faire des plans. Si tu as entre 500 et 550 points, tu aimes tellement regarder des vidéos que YouTube est en quelque sorte ton deuxième moi. Tes centres d'intérêt sont variés et tu es tout aussi enthousiaste à l'idée de découvrir comment construire une cabane en rondin qu'à celle de savoir pourquoi il y a des petits triangles au-dessus de certaines fenêtres dans l'avion. Tu trouves du réconfort dans les voix de tes vlogueurs préférés et tu aimes suivre des instructions. Tu as un excellent esprit d'équipe et la communauté compte beaucoup sur toi. Ceux qui ont obtenu plus de 550 points, quel était ce bruit? On dirait que tu as reçu un nouveau message sur WhatsApp. C'est ton genre de média social puisque tu es super communicatif et que tu aimes partager littéralement tout avec ta famille et tes amis. Tu te sens mal à l'aise lorsque tu n'as pas accès à ton téléphone pour une raison ou une autre. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes proches et tu as besoin d'entendre leur avis avant de prendre une quelconque décision dans la vie. Si tu y réfléchis, ta vie ressemble beaucoup à un jeu vidéo. On pourrait dire que c'est surtout un jeu de rôle. Il suffit d'ajouter les bonnes icônes à ton écran, comme par exemple tes barres de santé et d'énergie. Il y a aussi ton inventaire, avec ton téléphone, ton portefeuille et tes clés. Et bien sûr, tout le monde a une barre de compétences. Mais commençons par le début. Même lorsque tu es un bébé, la difficulté du jeu est déjà très élevée. Toutes tes compétences sont au niveau 0 et ta barre de santé est minuscule. C'est pourquoi tu dors et tu manges la plupart du temps pour t'assurer qu'elle grandisse correctement. Lorsque tu as atteint le niveau 1, tu débloques la capacité de marcher. Mais la carte du monde te reste inaccessible, car il y a beaucoup de dangers pour lesquels tu n'es pas encore prêt. Il s'avère que ce jeu possède un très long mode démo appelé « Enfance ». La plupart des fonctions du jeu sont verrouillées pour l'instant. La majorité des actions te sont dictées par tes parents. Ils sont comme des donneurs de quêtes qui t'aident à acquérir l'expérience dont tu as besoin pour progresser. Ignorer leurs instructions peut rendre le niveau suivant très difficile à atteindre. Mais si tu es assez poli, ils te donneront tes premières pièces d'or. Tant que tu es enfant, tu changes constamment de niveau, mais bien sûr cela prend beaucoup de temps. Tes barres de santé et d'adresse grandissent à mesure que tu vas à l'école. Ce n'est pas la meilleure académie de magie, mais les élèves effectuent des quêtes et acquièrent de nouvelles compétences. Félicitations, tu as atteint le niveau 18. Maintenant, nous entrons vraiment dans ce jeu de rôle. Tu es face à un choix de jeu vidéo classique. Tu dois choisir ta catégorie de personnage et les compétences que tu veux acquérir pour t'aider à conquérir le monde. Bien que de nombreux jeux aient des classes de personnages différents, la plupart d'entre nous finissent par être le même dans la vie réelle. L'aventurier qui parcourt le monde en accomplissant différentes tâches pour gagner de l'or et de l'expérience. Et tu as encore des tonnes de missions à accomplir. Voilà, il est aussi temps de laisser derrière soi la partie sûre de la carte où tu as grandi. Ce monde inconnu est un peu comme une forêt sombre pleine d'ennemis. Le problème, c'est que les méchants qui se trouvent ici sont parfois difficiles à vaincre. Ces monstres ont des noms comme responsabilité, travail et argent. Ils reviennent sans cesse, même si tu pensais avoir enfin appris à les maîtriser. Mais si tu as bien travaillé à l'école, un jour, tu les vaincras tous. Imagine que tu es dans un restaurant et que ton rendez-vous te demande si tu aimes les animaux. Tu réponds avec assurance « j'aime les chats ». L'autre soupire et te dit « je suis plutôt du genre chien ». Vite, va dans le menu, reviens au point de contrôle et change ta réponse. Désolé, mais en fait, tu ne peux pas faire ça. N'oublie pas que c'est un jeu vidéo compliqué et en plus, tu joues toujours en mode difficile. Cela signifie que tu n'as qu'une seule vie. Tu ne peux pas te contenter de sauvegarder et revenir en arrière si quelque chose tourne mal. Chaque décision et chaque action a des conséquences pour toi et les autres joueurs autour de toi. Mais cela ne fait que rendre le jeu plus intéressant. L'interaction avec les autres joueurs est l'une des parties les plus importantes du jeu. Mais n'oublie pas que tu dois être un peu plus prudent en la matière. Les administrateurs sont beaucoup plus stricts que dans les autres jeux. Enfreindre les règles et contrarier les gens pourrait te conduire à un mode de jeu complètement différent. Et il n'y a pas grand-chose à faire dans cette version, si ce n'est contempler 4 murs et une fenêtre grillagée. Le côté positif, c'est que la personnalisation des personnages dans ce jeu est fantastique. Tu peux changer de coiffure et de couleur de cheveux, te faire tatouer ou mettre un piercing. Vraiment tout ce que tu veux. Oh, et les vêtements ? L'imagination des créateurs n'a pas de limite. Chaque fois que tu atteins un nouveau niveau, tu accèdes à de nouvelles capacités et de nouvelles quêtes. Tu es confronté à des défis plus difficiles, mais tu obtiens de meilleures récompenses, comme plus d'or ou une plus grande maison. Mais il y a une ligne de quête qui est vraiment unique dans ce jeu.
Lorsque tu sens que tu as suffisamment d'expérience, tu peux fonder une famille et même créer un nouveau personnage. Tu lui transféreras certaines de tes compétences et seras son compagnon de jeu jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller dans la forêt obscure pour combattre les monstres par lui-même. Mais tu n'arriveras jamais à contrôler ce personnage. Dans ce jeu, l'intrigue n'est pas toujours centrée sur toi. L'IA fait ce qu'elle veut. Il y a aussi tout un tas de choses dans ce jeu qui sont vraiment inhabituelles. Prenons les graphismes. Ils sont tout simplement incroyables. Comme l'Ultra HD, et la résolution est absolument époustouflante. Mais le gameplay est assez compliqué par rapport aux autres jeux. Tu dois vérifier ta barre de santé tout le temps, établir des relations avec d'autres personnages, gagner de l'or et t'assurer de te reposer à temps. Mais l'histoire est la partie la plus intéressante. C'est à toi de décider ce qui se passe. Bien sûr, cela peut être ennuyant si tu t'allonges sur le canapé et que tu regardes les autres jouer. Mais si tu fais des efforts, ton personnage pourrait devenir très important. Tu dois travailler fort si tu veux que ce soit une expérience intéressante. Mais il y a beaucoup de choses cool dans d'autres jeux d'aventure qui manquent à celle-ci. Par exemple, les voyages accélérés. Imagine ce que ce serait si nous avions cette option. Tu te réveilles fatigué, mais tu dois aller au travail. Il suffit d'aller sur un portail et de sélectionner le bon endroit. Boum, tu y es déjà. Je pense qu'il est temps que quelqu'un invente ça, non ? Et nous pourrions certainement utiliser des codes de triche. Bien sûr, personne n'aime les tricheurs sur le serveur, mais imagine comme ce serait cool. Tu n'as pas assez d'argent ? Tape juste le code de triche et regarde les chiffres de ton compte bancaire doublé. Tu te sens mal ? Ne gaspille pas ta potion de santé, utilise tout simplement le code et ta barre de santé est à nouveau pleine. Mais je dois admettre que jouer ainsi dans la vraie vie deviendrait sans doute vite ennuyant. Imaginer la vie comme un jeu vidéo nous aide beaucoup à la comprendre. Une grande partie de ce que nous faisons consiste à se fixer de petites tâches et à chercher des moyens de les accomplir. Avec des récompenses et l'expérience, on passe à des quêtes plus difficiles. Mais tes compétences, ton or et tes barres de santé ne sont pas infinies, et tu dois gérer tes ressources avec soin pour atteindre le niveau suivant. Certaines personnes pensent que les jeux vidéo peuvent être vraiment nuisibles. Ils disent que les joueurs passent trop de temps dans leur monde virtuel et oublient la réalité. Mais il y a en fait beaucoup d'avantages à jouer de temps en temps à des jeux. Beaucoup d'entre eux sont conçus de la même manière que la vraie vie. Et ils possèdent de nombreuses fonctionnalités qui nous apprennent des choses utiles. Les jeux nous donnent toujours des récompenses quand on travaille bien. Jouer à un jeu du début à la fin et faire tous ses progrès en cours de route peut t'aider à comprendre qu'il faut du temps et de l'énergie pour obtenir ce que tu veux. Un travail acharné est toujours payant. Un autre élément utile des jeux est la communication. Des centaines de millions de personnes jouent à des jeux en ligne et se rassemblent dans des groupes et des équipes. Ils doivent atteindre une cohésion et travailler bien en équipe pour passer dans un donjon ou gagner un match. Les jeux de compétition peuvent aider les gens à apprendre à communiquer et à faire des compromis. Et même si tout cela n'est que pour s'amuser, c'est exactement ce que nous devons apprendre à faire dans la vraie vie aussi. Seulement, au lieu d'un donjon avec un horrible monstre, nous devons survivre à une journée au bureau avec un chef colérique. Autre chose, il a été prouvé que la réflexion stratégique et la prise de décision d'une personne peuvent s'améliorer lorsqu'elle joue à des jeux vidéo. Dans le cadre d'une expérience, un groupe de 50 jeunes adultes qui n'avaient jamais joué à des jeux auparavant a été invité à jouer à un jeu d'action pendant 50 heures. Un autre groupe a joué à un jeu de stratégie. Les résultats ont montré que le jeu d'action contribuait à améliorer la perception des informations visuelles des jeunes. Leurs capacités de prise de décision se sont également améliorées. Cela est lié au fait que le jeu d'action est beaucoup plus rapide. Dans ce type de jeu, un grand nombre d'événements se succèdent, ce qui oblige le joueur à agir et à prendre des décisions rapides. Et oui, cela peut avoir un effet sur la vraie vie des gens.